Ibn Khaldoun disait « Les Arabes se sont mis d'accord pour ne jamais être d'accord ». Et la séquence qui s'est ouverte avec la guerre en Iran en est une nouvelle illustration. Entre ceux qui se sont rangés du côté des États-Unis et d'Israël au nom de la menace que faisait peser la République islamique d'Iran sur la stabilité des pays arabes, et ceux qui ont vu dans la posture de la République islamique d'Iran celle d'un pays agressé, victime de l'impérialisme et qui a fait le choix de défendre la cause arabe, le fossé n'a jamais été aussi grand. Et pour tenter de démêler le vrai du faux, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Kevan Gafaiti, président fondateur de l'Institut des Relations internationales de géopolitique, chercheur sur l'Iran au centre Thucydide, auteur d'une thèse sur les relations entre la France et l'Iran, enseignant à Sciences Po Paris, l'Université d'Assas et l'INALCO. J'ai eu la chance de l'avoir comme professeur cette année. Dans cette région du Moyen-Orient en éternelle recomposition, l'un des acteurs ces 20 dernières années qui a vu son influence s'accroître, c'est bel et bien la Turquie. Depuis son accès au pouvoir il y a 20 ans, Recep Tayyip Erdogan a fait du Moyen-Orient une région au cœur de sa politique étrangère. À l'occasion des printemps arabes, il soutient les partis politiques qui gagnent les élections en Égypte et en Tunisie. Il soutient la rébellion syrienne contre le régime de Bachar al-Assad. Il envoie ses mercenaires soutenir et protéger le gouvernement de Tripoli en Libye. Mais cette montée en puissance de la Turquie, qu'on qualifie de néo-ottomane, n'est pas du goût de tous. Et à Tel Aviv, on parle ouvertement, à travers la voix de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett et candidat aux futures élections, d'une menace turque. Alors, après l'OLP de Yasser Arafat, l'Irak de Saddam Hussein et la Libye de Kadhafi, est-ce que la Turquie d'Erdogan est devenue une nouvelle cible sur certains agendas? C'est la question que l'on tentera de répondre avec Monsieur Albert Kandemir, spécialiste de la Turquie au centre Thucydide. Il est l'auteur, il écrit une thèse sur la trajectoire de la puissance turque depuis 2002 et il enseigne à l'université Paris Panthéon-Assas. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Merci. Je suis Yassine Rata, vice-président de l'association Assas Monde Arabe, et j'aurai le plaisir de modérer cette conférence avec Dania Siam, présidente d'Assas Monde Arabe. J'ai déjà trop parlé, alors sans plus attendre, écoutons messieurs Kandemir et Gafaiti. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour que nous puissions justement échanger sur ces thèmes-ci. Et évidemment, je remercie l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, de nous accueillir, Assas Monde Arabe, avec lesquels on est très content de pouvoir organiser cet événement. Et je salue un des membres de votre équipe, Mohamed, qui n'est pas avec nous, mais qui a beaucoup œuvré pour l'organisation de cet événement. Et je souhaiterais justement vous parler de l'Iran par rapport à la situation actuelle. Et j'aimerais vous parler de l'Iran en 3 points. J'aimerais tout d'abord avec vous faire un état des lieux du conflit, qui n'a pas nécessairement vocation à dresser un état des lieux minute par minute, puisqu'il y a assez peu d'intérêt, vous avez juste à regarder les informations, ouvrir Twitter. Mais donc dans un premier temps, faire un état des lieux des grandes lignes du conflit actuel. Dans un deuxième temps, de vous parler des conséquences tangibles actuelles de ce conflit. Et dans un troisième temps, de pouvoir redresser quelques scénarios possibles, quelques hypothèses sur le temps un peu plus long. Je vais essayer de pas trop être long. Vraiment, je compte sur vous pour me dire si je parle un petit peu trop, puisque l'enjeu qui est très intéressant, c'est qu'on puisse répondre à vos questions et évidemment surtout à vos questions. Par rapport à l'Iran et par rapport au conflit que l'on voit aujourd'hui, on voit que ça, c'est le premier élément. Je pense qu'on a peut-être un peu trop tendance à rapidement souligner le fait que l'Iran a la dragée haute.
Sur le plan symbolique, on va pouvoir en parler. Sur le plan diplomatique, on pourra évidemment en discuter. Mais sur le plan matériel, c'est une dévastation pour l'Iran. Et je pense que c'est déjà le premier point qu'il faut vraiment garder à l'esprit. C'est un chiffre qui est déjà obsolète, mais qui a été donné il y a une dizaine de jours. Il faut le prendre avec beaucoup de pincettes, puisque c'est un chiffre officiel de l'État iranien, qui disait comment les pertes étaient évaluées à 277 milliards de dollars sur le sol iranien. Donc, pour peu que ces chiffres soient considérés comme crédibles, on peut estimer qu'ils sont déjà bien en deçà de la réalité, puisque chaque jour, vous avez évidemment plus de destructions qui sont certifiées, qui sont relevées de ce côté-là. Ce qu'il faut voir, c'est d'une part, par rapport à l'Iran, vous avez une dévastation du territoire, ça c'est indiscutable, sur des cibles stratégiques et pas que. Évidemment, sur beaucoup de cibles non stratégiques, Moi, j'ai toujours été contre les opérations de changement de régime. Ça m'a valu beaucoup de différentes critiques, mais je maintiens cette ligne et je pense qu'ici, on en a une éclatante confirmation. Et par rapport à cet enjeu de cibles non stratégiques qui a été vraiment un des cœurs de l'action israélo-américaine, je pense que vous vous rappelez de cette école de jeunes filles qui a été frappée dès la première journée de combat. C'est peut-être la conception que certains se font d'apporter la liberté au Moyen-Orient, du moins, c'est absolument pas la mienne. D'accord ? Ça, c'est par rapport à l'Iran. Et ensuite, si on élargit un petit peu la focale, quelle est la situation actuelle par rapport au détroit d'Ormuz, dont on parle beaucoup, et en réalité, vous avez une sorte de double verrou, de double blocage du détroit d'Ormuz du Golfe Persique, puisque vous l'avez vu, vous avez un blocage iranien auquel se superpose maintenant un blocage américain. Ce blocage américain n'est pas sur le détroit d'Ormuz, mais sur les ports iraniens. Donc les infrastructures navales iraniennes sont bloquées et l'Iran, lui, continue de maintenir ce blocus. Mais alors comment s'opère matériellement ce blocus ? C'est bien par le dépôt de mines, selon les dires américains, et aussi tout simplement par la possibilité iranienne d'arraisonner, donc de bloquer les différents navires qui traversent ici. C'est quelque chose qui avait déjà été absolument réalisé pendant la crise du détroit d'Ormuz de 2018, 2020, 2021, et que maintenant nous revoyons tout simplement. Ça, c'est l'état actuel de la situation par rapport à l'Iran. Si on élargit un petit peu, et on regarde maintenant du côté des États-Unis. Un point qui est important, c'était de relever comment les États-Unis n'ont pas subi de pertes matérielles en tant que telles, puisque ce n'est pas sur leur territoire, mais subissent en réalité des pertes matérielles d'un point de vue stratégique, avec énormément de stocks qui ont été utilisés. Vous avez, c'est une estimation qui a été dite par différents think tanks américains, vous avez environ un quart, 25% du stock de missiles américains qui a déjà été utilisé. Évidemment, vous avez ensuite un cycle de reproduction de ces différents missiles qui a été immédiatement lancé. J'en parlais hier avant-hier avec Albert Kandemir, typiquement les missiles utilisés dans le système Patriot, donc ils sont déjà en cours de reproduction. Vous avez des commandes, notamment là, vous allez voir les très grands groupes américains, type Lockheed Martin, qui sont déjà en train de lancer des productions de missiles de manière renouvelée, mais ça va être échelonné dans le temps, parce que vous avez beaucoup de missiles américains qui ont déjà été employés. Et donc cela nous montre comment vous aviez une conception américaine d'une opération extrêmement rapide, avec l'assassinat dès le premier jour d'Ali Khamenei, qui s'est ensuite transformé en une guerre d'attrition et qui est, je pense, un signe éclatant du fait que les États-Unis ont été surpris par, je dirais, la résilience iranienne, ou du moins, on va dire, la résistance iranienne. Là, je parle pas du tout de résistance idéologique, je parle de résistance matérielle, stratégique iranienne, qu'ils n'avaient pas estimée en tant que telle. Ça s'est vu typiquement ensuite par le redéploiement de certaines forces qui étaient positionnées en Asie, de l'Est vers l'Asie de l'Ouest, au Moyen-Orient. Et ça, c'est plutôt intéressant pour la Chine. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Donc là, c'est juste pour poser le cadre par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Iran, et ensuite si on élargit, puisque justement il faut ne pas oublier ce monde arabe qui est évidemment un enjeu dans le conflit actuel, c'est malheureusement pour cet État le Liban, puisque vous avez un cessez-le-feu qui a été prolongé de manière unilatérale par les États-Unis, donc il n'y a aujourd'hui plus de conflictualité ouverte, ferme entre les États-Unis et l'Iran. Cependant, entre Israël et le Liban de manière extrêmement ferme. Et lorsque l'on dit entre Israël et le Liban, c'est d'Israël sur le territoire libanais, typiquement dans la zone sud de Liban, mais en réalité même dans Beyrouth, dans tout le territoire en tant que tel. Donc vous avez des tractations aujourd'hui à Washington sur la situation libano-israélienne, mais évidemment, encore une fois, on voit que la conflictualité s'est absolument diluée dans toute la région. Ça, c'était rapidement, en quelques minutes, le premier état des lieux que je voulais faire avec vous, pour ensuite aborder un des deux cœurs de mon propos, à savoir quelles sont les conséquences du conflit actuel. Par rapport aux conséquences du conflit, je dresse différentes conséquences par rapport aux acteurs qui sont principalement impliqués. L'Iran, les États-Unis, Israël. Par rapport à l'Iran,
Ça, je le cite de manière préliminaire parce que je pense qu'en réalité, c'est quelque chose de très puissant mais très court-termiste et qui a beaucoup moins d'incidence sur le long terme. C'est une globale adhésion de l'opinion publique internationale au combat iranien. Je reformule, à la résistance iranienne. Regardez comment vous avez énormément d'États africains, d'États sud-américains, d'États asiatiques et de larges pans de la population que l'on peut retrouver en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest aussi, qui se disent mais finalement, qu'on le veuille ou non, qu'on aime un État ou qu'on n'aime pas trop cet État, vous avez objectivement certains États qui en ont attaqué un autre. Et donc à partir de là, il y a une forme de légitime défense qui est d'ailleurs tout à fait prévue par le droit international. Vous avez probablement d'ailleurs vu même, d'un point de vue communicationnel, comment l'Iran a beaucoup joué sur cette carte-là, sur cette carte de la résistance, avec des montages vidéo d'intelligence artificielle. Vous avez probablement vu des vidéos de Lego. Et c'était très intéressant dans le champ discursif iranien de voir comment l'Iran se pose en résistance. Là, c'est le discours iranien que je donne. Hein. Évidemment, je le juge absolument pas sur le fond, mais d'un point de vue moral, mais je vous le présente tel quel. L'Iran s'est présenté comme une forme de résistant, et la résistance iranienne, symbolique d'une forme de résistance face à la perception d'un impérialisme américain, d'un impérialisme occidental. Et ça, vous l'avez vraiment vu dans les vidéos de propagande. Là, quand je dis propagande, c'est juste le mot en tant que tel. Un message qui est politique devient un message de propagande. C'est dans cette propagande qui est déployée, vous voyez comment l'Iran résiste, avec ensuite des encouragements qui sont donnés par des populations noires pour appeler le discours iranien qui critique la construction des États-Unis sur l'esclavagisme. Ensuite, vous avez des populations natives d'Amérique du Nord, les Amérindiens. Vous avez ensuite des drapeaux cubains, vous avez beaucoup de drapeaux palestiniens, vous avez des drapeaux vietnamiens dans ces vidéos pour montrer comment, en réalité, lorsque l'Iran résiste, eh bien, finalement, ce n'est pas qu'un Iran national, c'est un Iran qui serait la représentation de la résistance à une oppression. Évidemment, on peut dire qu'on est d'accord ou pas d'accord, mais du moins c'est le discours qui est déployé et qui a une certaine réception. Je discutais il y a 2 semaines avec une diplomate chargée de communication au Quai d'Orsay. On parlait exactement de ça. Elle me disait, sans juger du fond, c'est une réussite communicationnelle. Parce que l'Iran arrive à faire porter ce message-là, et même avec énormément de boutades. Vous avez maintenant une sorte de guerre des tweets des ambassades iraniennes et des politiques américains. Vous aviez Donald Trump qui tweetait il faut réouvrir le détroit maintenant, le détroit d'Ormuz maintenant. Vous aviez une ambassade iranienne qui disait désolé, on a perdu les clés. Vous voyez ? Donc il y a vraiment un enjeu communicationnel. Je le dis pour que ce soit dit, mais en réalité, il est difficile de politiquement capitaliser dessus. C'est très instagrammable, mais sur le long terme, c'est pas ça qui porte. En revanche, il y a des choses qui peuvent un peu plus porter, à savoir le renforcement de la structure constitutionnelle iranienne. Et ça, en réalité, c'est un enjeu fondamental. Ça, c'est une des conséquences patentes du conflit. C'est-à-dire que si vous regardez un peu ce qui s'est passé dans le pays lui-même par rapport à la République islamique d'Iran, en juin 2025, vous avez eu un effet drapeau. Lorsque vous avez eu le vendredi 13 juin 2025 une attaque israélo-américaine contre l'Iran, c'est assez classique. Vous avez la population qui se fédère derrière la structure étatique pour dire « Ok, là, maintenant, on a évidemment des fortes contestations politiques et ou économiques, mais on les met de côté pour maintenant défendre notre territoire. » L'Iran l'État iranien n'a pas réussi à capitaliser sur le long terme sur cette vague-là, puisque quelques mois après, décembre-janvier, vous avez vu la gronde populaire en Iran qui a éclaté en un soulèvement populaire et une très forte répression, sanglante évidemment. Donc, vous avez vu, on est passé d'une côte populaire haute, basse, et maintenant, en fait, on revoit une côte populaire haute. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les informations que vous trouvez sur des plateformes moins contrôlées, que ce soit Iran International, une chaîne qui diffuse en langue persane, en langue anglaise, mais qui est basée au Royaume-Uni, ou que vous regardiez plutôt les informations officielles iraniennes, si vous mettez ça de côté, regardez sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, les vidéos qui sont prises directement avec des gens et leur téléphone dans la rue en Iran, à Téhéran, c'est assez intéressant de voir que vous avez une population, c'est des femmes qui sont liftées, qui ont beaucoup de make-up, beaucoup de maquillage, c'est des hommes qui ont des tatouages, etc. Ces mêmes hommes et femmes qui manifestaient probablement en décembre-janvier, ils se remettent maintenant avec les drapeaux de la République islamique d'Iran en disant « Là, maintenant, on défend l'Iran parce que c'est la guerre ». Et moi, j'étais assez frappé de voir ça. Ça, c'est une première chose. Je pense qu'on a une sous-estimation maintenant de la capacité de résilience constitutionnelle et politique de l'Iran. On a évidemment, du côté israélien et américain, parvenu à un objectif stratégique de manière indéniable, à savoir faire tomber énormément de têtes, sans mauvais jeu de mots, Ali Khamenei, mais ensuite on peut voir tous les autres, Qalibov est encore en vie, Mojtaba Khomeini, on peut tout à fait évidemment en parler,
Parce qu'en fait, on sait rien. Est-ce qu'il est en vie, est-ce qu'il n'est pas en vie? Apparemment, il est donc effectivement en vie. Certains disent qu'il aurait perdu une jambe, qu'il aurait une paralysie faciale, qu'il a subi des opérations, qu'il est parti à Moscou se faire opérer en cachette. Bon, ça sert à rien de trop spéculer dessus, mais ce qui est symbolique, en tout cas, ce qui est important, c'est vous avez évidemment tout un appareil d'État qui a été endommagé, mais celui qui est restant va être beaucoup plus ferme, va être beaucoup plus dur par rapport à ceci. Je voyais un commentaire sur certaines chaînes d'information qui disait « Mais mettez-vous à la place de Mojtaba Khomeini, on a tué votre père, on a tué votre épouse, on a tué votre beau-frère, votre belle-fille, on a tué certains membres de votre famille. Est-ce que vous allez accepter de négocier avec les États-Unis » Assurément pas. Assurément pas. Et donc, c'est là, je pense qu'il va y avoir une forme de crispation et de renforcement de la République islamique d'Iran sur le court, moyen terme. Ça, je pense qu'évidemment, c'est ce qu'il faut voir. Et ensuite, un autre point qui est important par rapport à l'Iran, c'est la confirmation indéniable de son expertise stratégique et politique. Déjà, la confirmation du calcul iranien, à savoir une équation binaire. Si je ne suis pas en sécurité, la région n'est pas en sécurité. C'est pas nouveau. On l'avait vu avec l'axe de la résistance, d'avoir ces différents partenaires étatiques, infra-étatiques, pour se dire si on m'attaque, j'ai différents fusibles que je peux actionner dans la région. Eh bien, en fait, ça a marché. Regardez comment vous avez une insécurité qui s'est propagée à toute la région, et toute la région n'a pas contre-attaqué contre l'Iran. Donc, vous voyez, déjà, il y a une confirmation de l'expertise stratégique, de l'expertise politique, et ça, c'est indéniable. Vous avez des Iraniens qui ont, à certains égards, une armée de l'air qui est obsolète, qui est vieillissante, et qui pourtant arrive à tenir tête, ou du moins à infliger aussi de lourds dégâts aux superpuissances et américaines et israéliennes. Donc ça, déjà, c'est fondamentalement indéniable. D'accord ? Ça, c'était un des autres points que je voulais voir avec vous. Et par rapport maintenant à ces États-Unis, une conséquence indéniable que je vois de ce conflit-ci, c'est le boulet que vient de s'accrocher le président américain Donald Trump à son propre pied, et cela jusqu'en 2029. Puisqu'en réalité maintenant, je pense que une conséquence qui est vraiment indiscutable est tout simplement le fait que vous allez avoir une sorte de conflit. J'aime pas l'expression de conflit gelé parce que là c'est très chaud et je pense que ça va se réchauffer à certains intervalles, mais une sorte de caractère cyclique dans la violence entre les États-Unis et l'Iran. C'est-à-dire que le verrou psychologique de la violence armée directe a complètement sauté. Il avait été très lourdement écorné en juin 2025. Là, il a complètement sauté. Et donc maintenant, vous avez des États-Unis qui, sont retractés dans un Moyen-Orient qu'ils voulaient absolument quitter. Rappelez-vous de la campagne de 2016 puis de 2020 de Donald Trump. Il s'est fait élire en disant « Je ne vais pas relancer de conflit et on va arrêter de faire comme Obama, comme Biden. On va se réaxer en dehors du Moyen-Orient. » Et en fait, par un mauvais calcul qu'il a fait, à savoir penser juste en faisant tomber la tête de la pyramide que tout allait s'effondrer sur un château de cartes, pas du tout. En fait, il s'est tout à fait retracté dans ce Moyen-Orient. Ça, c'est une des conséquences pour les États-Unis. Et ensuite, une conséquence du conflit par rapport à Israël, avant d'arriver à mon tout dernier point, les scénarios possibles, c'est la marginalisation diplomatique d'Israël. Je ne me rappelle pas, Albert me corrigera si je dis des bêtises, à quel moment est-ce qu'on a été si proche de voir une partition entre alliés européens et Israël ? On a quand même un Premier ministre, donc le chef de gouvernement, la figure décisionnaire en Espagne, Pedro Sanchez, qui a dit « Écoutez, nous on va mettre fin déjà, on ne va pas autoriser les Américains à utiliser nos bases pour leurs opérations au Moyen-Orient, on va mettre fin à un accord de coopération stratégique avec Israël ». L'Italie a suivi le même mouvement. Les Anglais, c'est différent parce qu'ils sont beaucoup plus stratégiquement rattachés aux Américains. Vous avez vu aussi comment nous-mêmes, Français, on a pris certaines distances. Vous avez vu, il y a une sorte de passe d'armes diplomatique. Vous avez l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, dont j'ai oublié le nom, qui disait nous avons envie que la France se tienne le plus loin de tout ce que fait Israël, de tout ce que nous faisons. Et notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui disait je pense que cet ambassadeur devrait surtout se tenir loin de tous les micros et de tous les médias. Bon, vous avez quelques passes d'armes, mais en réalité, sur le point français, moi, j'ai été assez interloqué, et on en reparlera dans quelques minutes, de la déclaration de Jean-Noël Barrot à la tribune des Nations Unies il y a quelques heures, par rapport au renouvellement du TNP, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 68-70, qui a dit qu'il fallait que ce soit l'Iran qui fasse des concessions majeures par rapport à la situation actuelle. Ça, on pourra en reparler. Donc en tout cas, je pense que c'est assez intéressant de voir comment vous avez déjà, depuis
pas le 7 octobre 2023, mais depuis le 8 octobre 2023, juste à partir de la réaction israélienne par rapport au 7 octobre 2023, un renversement de l'opinion publique internationale, où on a vu un discours qui était particulièrement malmené, côté israélien, qui se présente comme étant l'armée la plus, je cite, hein, l'armée la plus démocratique. Non, c'est quoi? C'est l'armée la plus humanitaire, voilà, la plus morale du Moyen-Orient, et ce serait la seule démocratie du Moyen-Orient. Par rapport à tous les actes et agissements qui se sont réalisés depuis, en réalité, vous avez une très forte contestation et qui est renouvelée à ce moment-là. Ça, c'était quelque chose que j'avais trouvé d'assez notable. Et j'arrive maintenant à mon dernier point, dont je souhaiterais justement parler avec vous, c'est quels sont les scénarios possibles par rapport à la situation actuelle. Et moi, je vois 1, 2, 3, 4 points fondamentaux que j'ai classés par ordre de probabilité. Le point le plus probable, qui est certain pour moi, c'est ce que je vous disais, c'est des guerres cycliques. Nous aurons des guerres cycliques de manière incontestable maintenant entre l'Iran d'une part et Israël et ou les États-Unis d'autre part. Parce que le verrou psychologique de la guerre a complètement sauté. Vous aviez déjà des affrontements entre Israël et l'Iran, mais ils étaient par acteurs interposés. Israël va bombarder des positions iraniennes et ou soutenues par l'Iran en Israël, en Syrie, en Irak. Vous allez avoir différents acteurs plus ou moins filiés qui ensuite attaquent de l'autre côté. C'était de manière interposée. C'est quelque chose qui n'est pas spécifique à la relation irano-israélienne. C'est en réalité l'histoire de toutes les guerres froides. Regardez la guerre froide États-Unis-URSS, la guerre de Corée, la guerre d'Afghanistan, tant de conflits qui ont été des conflits interposés. Vous avez une guerre froide régionale. D'aucuns disent entre l'Iran et Israël, on peut aussi dire entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et là, vous avez absolument des conflits qui ne sont plus interposés, mais qui sont directs. Et donc ça, c'est absolument acté que cela va se refaire. Pourquoi? Parce que Israël n'avait jamais franchi ce Rubicon de manière aussi frontale jusqu'à présent. Vous aviez l'opération Stuxnet, vous aviez quelques petites opérations par-ci par-là, mais là, d'avoir des conflits de telle ampleur comme ça, c'est acté maintenant que cela va se reproduire. D'accord? Et côté iranien, qu'on le veuille ou non, ils avaient aussi une forme de retenue de jamais nécessairement répondre sur le sol israélien de manière directe. Maintenant, c'est le cas. Donc déjà, ce qui est assuré, c'est que maintenant, on va avoir, et c'est malheureux, un cycle de conflits plus ou moins récurrent. Regardez que c'était il y a 6 mois, c'était pas il y a 6 mois, c'était il y a 8-9 mois, juin 2025. Maintenant, cela revient avec février. Quand est-ce que cela s'arrêtera tout à fait pour ensuite reprendre? Ça, c'est le scénario le plus probable. Un scénario que j'estime fort probable, c'est une désinhibition iranienne par rapport au nucléaire. Vous le savez, l'Iran est un des États membres du TNP, le traité sur la non-prolifération de 68, entré en vigueur en 70. Donc, fondamentalement, l'Iran a accepté de ne pas rechercher l'arme nucléaire, mais a le droit de rechercher une technologie civile. Ça, c'est acté, c'est dans la lettre du traité. Et ensuite, là où on peut beaucoup débattre, c'est que l'Iran a certaines activités qui inquiètent certains acteurs. Parce qu'il va avoir des sites cachés ou parce qu'il va avoir un enrichissement qui est maintenant stabilisé à 60-65%, ce qui est extrêmement élevé par rapport à une activité seulement civile, là où 20% suffisent. Et alors pourquoi est-ce que je parle de désinhibition? Parce que je pense qu'il est probable que l'Iran quitte le TNP tout simplement. Vous avez un système de lutte contre la prolifération qui est extrêmement contesté, qui est aussi contestable parce que déjà il n'inclut pas tous les États. Vous avez des États nucléarisés qui ne sont pas dans le TNP, Israël, le Pakistan, l'Inde et la Corée du Nord. Et maintenant d'ailleurs vous avez encore aujourd'hui même une négociation pour renouveler le TNP et le réajuster. Et alors je trouve que ça n'a pas été justement suffisamment dit dans notre champ analytique par rapport au think tank, par rapport aux articles, le fait que l'Iran va probablement vraiment sortir du TNP. Moi, c'est ma conviction. Et pourquoi est-ce que je pense ça? Encore une fois, renversons un peu la perspective. Mettons-nous à la place de l'Iran. Imaginez que vous êtes maintenant la guide suprême de Téhéran. On vous a toujours dit, si vous sortez du TNP, vous allez vous faire bombarder. Vous faites déjà bombarder. Qu'est-ce qui vous retient de sortir? Fonctionnons en termes de coût-bénéfice. Quel serait le coût de sortir aujourd'hui du TNP? Vous faire bombarder? On vous bombarde déjà. Donc, autant sortir. Et fondamentalement, en termes de strict technique juridique, vous avez le droit de sortir du TNP. La Corée du Nord l'a fait. Vous avez absolument le droit, hein, c'est acté. Regardez, le Royaume-Uni, qu'on le veuille, qu'on le juge politiquement ou pas, le Royaume-Uni avec tous les droits de sortir de l'Union européenne, c'est marqué. D'accord? Dans un traité, vous avez le droit de rentrer, vous avez le droit de sortir. D'ailleurs, le droit international est volontariste. Vous ne respectez que les engagements que vous voulez. Donc, vous avez le droit de sortir du TNP. Et comme ça, vous aurez
toute la latitude en réalité pour mener à bien votre programme civil et militaire ensuite si vous en avez envie. Donc moi je pense que du côté iranien, encore une fois, à quoi bon? À quoi bon rester? Quels sont les intérêts que vous en tirez? La négociation, à quoi bon? Puisque lorsque vous négociez, on vous attaque. Vraiment, hein, vous avez des négociations irano-américaines directes début d'année, vous avez un bombardement. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui est assez probable. Quelque chose où je vois une probabilité, je dirais, moyenne, c'est la capacité stratégique dont je vous parlais à propos de l'Iran qui va réussir à être monnayée. Est-ce que l'Iran va maintenant pouvoir vendre plus d'armes? Pourquoi? Parce que c'est très bien de pouvoir vendre des armes, mais si vos armes, vous arrivez à montrer qu'elles sont efficaces, c'est un très bon argument de vente. Et ça, l'Iran a vraiment réussi à l'avoir devant tout le monde, maintenant avec ce conflit. Pourquoi? Parce que, on en reparlait encore il y a quelques jours avec Albert, vous avez des drones Shahid. Pour la petite anecdote, les drones Shahid que l'Iran utilise beaucoup, Shahid, en arabe, en persan, ça veut dire le martyr. Donc aussi, c'est la symbolique d'avoir des drones suicides. C'est à usage unique. Donc les drones coûtent environ 20 000 $ pièce. Ils sont interceptés non pas par des missiles Tomahawk, mais par des systèmes patriotes qui coûtent bien plus cher. Chaque missile que vous voyez partir va coûter plusieurs centaines de milliers de dollars. Les missiles que les États-Unis utilisent peuvent coûter jusqu'à 1,5, 2 millions de dollars. 20 000 $, 1 million de dollars, vous voyez que le calcul mathématique fait que vous avez une efficience économique dans les techniques asymétriques employées par l'Iran. Et ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup intéresser énormément d'acteurs. On peut penser à certains États d'Afrique, par exemple dans la bande sahélienne, qui recomposent tout à fait leurs partenaires stratégiques. Vous avez probablement vu comment le Mali aujourd'hui connaît énormément de problématiques sécuritaires. Il va peut-être avoir besoin d'armes. Regardez comment vous allez avoir certains États d'Asie qui sont peut-être très friands maintenant d'une technologie efficace et peu chère. Et j'en veux pour preuve que l'Iran aujourd'hui a déclaré, dans les grandes lignes, c'était de dire nous serons tout à fait d'accord et ravis de pouvoir vendre des armes aux États intéressés au sein de l'OCS. OCS, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est une organisation internationale qui est pilotée par la Chine et aussi par la Russie, avec des États d'Asie centrale, peut-être d'autres États membres qui m'échappent. Mais donc l'Iran maintenant a une expertise attestée. Est-ce qu'il va réussir maintenant à la vendre? Ça, c'est quelque chose qui peut être, je pense, intéressant. Et je parle beaucoup des drones parce qu'en réalité, c'est le nouveau produit à la mode, entre guillemets, dans les champs de bataille. On l'a beaucoup vu en Ukraine. On a vu comment, par exemple, la Turquie, Albert en parlera 1000 fois mieux que moi, mais a réussi à beaucoup jouer sur ce créneau-là. La Turquie a des drones bien moins chers que les équivalents français, européens plus largement, et qui sont très efficaces. Ça, c'est un réel enjeu de compétition pour les industries françaises, industries européennes. Et maintenant, vous avez des autres compétiteurs avérés, puisque les drones iraniens ont été utilisés par la Russie qui les a achetés sur le champ de bataille ukrainien de manière efficace. Je parle d'un point de vue stratégique, évidemment, en ce moment. Et donc là, vraiment, je pense qu'il faut avoir un regard sur quel va être maintenant le dynamisme iranien côté industrie d'armement. Et enfin, le dernier point, et ensuite premier là vraiment je m'arrête, peu probable, que j'estime extrêmement peu probable, serait une négociation États-Unis-Iran. Je vois vraiment pas de configuration où l'Iran et les États-Unis négocieraient jusqu'à 2029. Pourquoi 2029? Parce que c'est la fin du mandat Trump. Il aura fini ses 2 mandats, 2017-21, 2025-29, donc il ne pourra plus être réélu d'ici là. Après, bon, tous les autres scénarios de politique fiction sont possibles, mais normalement ça s'arrête en 2029. Et donc, moi je vois vraiment pas l'Iran la négocier, parce que, tant d'un point de vue externe que d'un point de vue interne, négocier aujourd'hui jusqu'à 2029, pour l'Iran, ce serait un signe de faiblesse. Vous allez négocier avec la personne qui vient de tuer votre guide suprême, qui vient de détruire toutes vos infrastructures en vous causant combien de centaines de milliards de dollars, qui vient de tout simplement vous déclarer la guerre. Et surtout, vous avez tout à fait maintenant un discrédit du principe de négociation, puisque lorsque les États-Unis négocient, janvier-février 2026, en même temps, ils se préparent à l'opération armée du 28 février 2026. C'est pour cela qu'en réalité, les Iraniens n'ont pas donné beaucoup, je dirais, d'intérêt à l'enjeu de négociation avec les États-Unis. Ils sont un petit peu vus à Islamabad, au Pakistan, la première fois, ils ont dit finalement, ça ne nous intéresse pas. Tout de suite, vous avez vu comment vous aviez les Américains présents à Islamabad, les Iraniens n'y étaient pas. Vous aviez Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, qui était à Moscou pour échanger avec Lavrov et avec Poutine, donc le ministre russe des Affaires étrangères et le président russe. Donc, tout simplement, je pense que là, l'Iran n'a pas d'intérêt à négocier avec les États-Unis, puisque, encore une fois, à quoi bon?
Donc merci à l'IREMO pour cette invitation. Donc comme l'a dit Yacine, moi je parle avant tout du point de vue turc et pour comprendre la position de la Turquie dans cette guerre qui oppose donc l'Iran d'un côté et les États-Unis et Israël de l'autre, il faut faire un peu de rétrospective historique et notamment sur la question des relations entre la Turquie et l'Iran. On peut dire qu'elles sont empreintes d'une méfiance structurelle, d'une compétition cyclique, de convergence de circonstances et d'une coopération contrainte. La Turquie et l'Iran, et ce depuis l'ère impériale, ont toujours été des adversaires, voire des ennemis. Et notamment en 1639, un traité est signé entre l'Empire ottoman et la dynastie des Safavides dans l'Empire perse, qui permet en fait de établir une paix entre les deux empires. Et bien que des conflits aient surgi après ce traité-là, les deux pays sont toujours revenus à une frontière plus ou moins proche, telle que définie par le traité. Ce qui signifie donc qu'il y a une profondeur historique dans les relations entre la Turquie et l'Iran. Ces deux pays ne s'aiment pas forcément, mais il y a ce que j'appelle une culture de la coexistence contrainte. Ils savent qu'ils ne peuvent pas détruire l'autre ou l'absorber, donc une relation au moins de cordialité, si ce n'est d'amicalité, est nécessaire. Lorsque la Turquie donc devient une république à partir de 1923, les relations sont beaucoup plus cordiales entre la Turquie et l'Iran, notamment parce que les différents dirigeants iraniens comme Reza Shah et son fils Mohammad Reza Shah étaient très inspirés par le modernisme d'Atatürk, notamment en termes de laïcité et d'émancipation des femmes. Des traités ont été signés entre les deux pays. On pense au traité de Sadabad en 1937, ou encore au pacte de Bagdad, qui donc unit la Turquie, l'Iran, mais également le Pakistan et l'Irak, pour contenir la diffusion du communisme au Moyen-Orient à l'époque donc de la guerre froide. Cependant, donc, comme on le sait, il y a une rupture en tout cas idéologique entre les deux pays après la révolution islamique de 79, notamment donc la Turquie, comme je l'ai dit, fait de la laïcité un pilier de son identité nationale, là où l'Iran justement place l'islam au-dessus de toute considération, je dirais, identitaire, etc., etc. Et donc il y a des tensions entre les deux pays, notamment l'intelligentsia kémaliste, séculariste et nationaliste turc voit un très mauvais œil donc les développements iraniens, notamment en Turquie il y a un parti qui s'appelle aussi le Hezbollah qui n'est pas lié au parti du Hezbollah au Liban, mais qui a pu recevoir un soutien donc de l'Iran et qui est donc aussi un parti islamiste. Mais pour autant, cette rupture idéologique n'a pas engendré une rupture, comment dirais-je, diplomatique. Tout simplement parce que la Turquie et l'Iran, encore une fois, ont cette profondeur historique, ont cette profondeur diplomatique, et notamment en termes de coopération économique, les relations sont très fortes entre les deux pays. En 96, donc la Turquie et l'Iran signent un accord pour donc construire un gazoduc qui part donc de Tabriz en Iran jusqu'à Ankara en Turquie. Il est donc inauguré en 2001-2002 et l'Iran est généralement classé comme deuxième ou troisième exploitateur de gaz à destination de la Turquie. Donc tout ça pour dire que tension idéologique, compétition, mais malgré tout maintien d'un dialogue politique et notamment économique. Lorsque l'AKP arrive au pouvoir, donc l'AKP, le parti d'Erdogan, donc c'est un parti islamo-conservateur, il y a une volonté donc d'ouvrir davantage les relations avec l'Iran, et notamment en 2010, la Turquie en fait propose une résolution sur le nucléaire iranien, donc de concert avec le Brésil, mais également l'Iran. Et si donc les pays donc du Conseil de sécurité refusent la proposition turque, quelque part, ça a montré en fait la capacité en fait de la Turquie de désenclaver au moins relativement l'Iran sur le plan diplomatique, mais également économique. Cependant, les tensions vont très vite ressurgir entre la Turquie et l'Iran, notamment à partir de la guerre civile syrienne, où la Turquie et l'Iran vont se tenir des positions totalement opposées et différentes. La Turquie donc soutient les forces anti-Bachar el-Assad, notamment donc l'armée syrienne libre, là où donc l'Iran est un donc fervent soutien de Bachar el-Assad, délègue donc ses milices chiites comme le Hezbollah pour défendre donc le pouvoir de Damas contre les milices soutenues par la Turquie, mais encore une fois, sans mettre fin aux relations économiques entre les deux pays. Donc ça, c'était un premier point. Maintenant, sur la question israélienne, il faut savoir que la Turquie est le premier pays à majorité musulmane à avoir reconnu l'État d'Israël. Ça, c'est un point important. Et notamment, pendant la grande partie de la deuxième moitié du XXe siècle, la Turquie et Israël
ont eu des relations, disons, d'alliés ou du moins de partenaires stratégiques très importantes, notamment parce que les deux pays avaient des points de vue, disons, assez méfiants vis-à-vis des Arabes, pour des raisons, je dirais, à la fois identitaires mais également géopolitiques. Et chose intéressante, le dernier coup d'État qui a fonctionné en Turquie, donc en 97, a été donc contre Erbakan, qui était le vice-premier ministre turc d'une mouvance donc islamiste. D'ailleurs, c'était le mentor de Erdogan. Et pourquoi a-t-il été renversé par les militaires? Parce que il appelait à une fin des relations entre la Turquie et Israël et à un rapprochement idéologique et stratégique avec l'Iran. Et donc les militaires, donc attachés à cette relation privilégiée avec Israël, ont tout simplement renversé. Ça a été le coup d'État post-moderne, comme on dit. Ça a été un coup d'État non pas par la force armée, mais de manière virtuelle, disons. Et c'est dire à quel point les relations entre la Turquie et Israël étaient à un niveau très élevé, et comment les relations entre la Turquie et l'Iran étaient fondées vraiment sur une suspicion structurelle. Mais donc quand il est arrivé donc de l'AKP au pouvoir donc en 2002-2003 en Turquie, donc comme je disais donc parti à connotation plutôt islamo-conservatrice, un ensemble en fait d'événements vont dégrader les relations entre la Turquie et Israël. Tout d'abord, il y a le fameux one minute speech. Qu'est-ce que le one minute speech? En fait, c'est un discours que tient Erdogan, alors Premier ministre, contre Shimon Peres. À un moment donc Israël avait brutalement réprimé les populations donc de Gaza. Donc il le tutoie, il dit que ce qui se passe est absolument inacceptable sur le plan moral, sur le plan juridique, etc., etc. Et comme vous l'avez rappelé, Yacine, il y a cette idée aussi que quelque part les pays arabes sont un peu là de défendre la cause palestinienne et que maintenant c'est des pays qui sont certes musulmans comme l'Iran et la Turquie, mais qui ne sont pas arabes, qui reprennent le flambeau de la lutte palestinienne, ou du moins du soutien à la cause palestinienne. Ensuite, il y a eu donc l'assaut des forces israéliennes, donc illégal sur le plan du droit international, contre la flottille Mavi Marmara, qui était donc un navire humanitaire turc destiné à apporter de l'aide humanitaire aux populations de Gaza, et qui donc a été pris d'assaut par les forces israéliennes. Ça a mené à la mort de 9 humanitaires turcs et d'autres nationalités également. Et donc, il y a une dégradation des relations entre la Turquie et Israël. Et si, en 2023, juste avant donc l'attaque du Hamas et la riposte disproportionnée et brutale israélienne, la Turquie avait donc souhaité rétablir ses relations diplomatiques avec Israël. La riposte donc disproportionnée donc d'Israël a poussé donc la Turquie à une forme de dilemme, ou bien rétablir les liens et donc perdre cette crédibilité, ce pouvoir symbolique auprès donc des populations arabes, mais aussi auprès d'une partie de l'opinion publique turque, ou alors continuer donc cette rupture et soutenir la cause palestinienne. Finalement, c'est la seconde option qui a primé, et donc il y a vraiment une dégradation approfondie depuis 2023 entre la Turquie et Israël. Maintenant, comment comprendre la position de la Turquie par rapport au conflit? La position turque actuellement se caractérise non pas par une neutralité, mais en tout cas par une politique de non-belligérance. La Turquie estime que cette guerre ne va pas dans les intérêts de ses propres intérêts d'abord, avant tout bien évidemment, mais surtout pas dans les intérêts du Moyen-Orient. Et donc, il y a 4 facteurs pour lesquels la Turquie ne souhaite pas d'un prolongement du conflit, que je vais ici donc énumérer. Tout d'abord, il y a la question migratoire. On sait que la Turquie a été particulièrement fragilisée au moment de la guerre civile syrienne, où plus de 3 millions de réfugiés syriens, sans compter les centaines de milliers de réfugiés irakiens, afghans, palestiniens, ont donc créé une pression migratoire sur la Turquie. Ça a été un facteur donc non pas de désordre, mais en tout cas de tensions économiques, sociales, mais également culturelles, hein, parce qu'il y a aussi un nationalisme turc qui parfois peut avoir une connotation anti-arabe, disons. Or, l'Iran, la Turquie est le deuxième pays qui accueille le plus de réfugiés au monde. Quel est le premier? C'est l'Iran. L'Iran, notamment, a énormément donc de réfugiés donc afghans. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la Turquie et l'Afghanistan partagent une frontière commune. Donc, un éclatement du régime iranien, de l'État iranien, sans perspective d'un régime building. Et là, comme Kevin, je suis totalement d'accord. Je suis absolument sceptique concernant l'idée qu'il y aura un régime building après la chute des régimes des mollahs. J'y crois absolument pas. Il y aura probablement une guerre civile. Donc ça va forcément entraîner un flux migratoire de réfugiés et d'Iraniens d'Iran vers la Turquie. Et ça, la Turquie va absolument l'éviter. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la question kurde.
comme vous le savez sans doute, en Turquie, donc il y a une minorité d'à peu près qui compte donc entre 20 et 25% de la population donc en Turquie. Je crois qu'en Iran c'est entre 10 et 13%, quelque chose comme ça. Et je parlais justement de convergence de circonstances qui pouvaient exister entre la Turquie et l'Iran, et la question kurde en fait partie. Pourquoi? Parce que vous connaissez sans doute tous le PKK, donc le Parti des travailleurs du Kurdistan, donc le groupe jugé comme terroriste par Ankara, mais également des pays comme les États-Unis, des pays de l'Union européenne, etc., etc. Mais il y a également le PIAK ou le PJ AK, qui est donc l'organisation sœur du PKK, mais donc la filiale, disons, iranienne, qui appartient donc à la même communauté donc des groupes du Kurdistan. Et le PIAK, comme le PKK, donc pose des questions en termes d'intégrité territoriale à la Turquie et l'Iran. Et on sait que aux premières heures donc du conflit, Netanyahou et Trump ont appelé les Kurdes à se rebeller contre l'État iranien. Et la Turquie l'a dit, elle n'acceptera pas encore une fois de sécessionnisme kurde aussi bien en Turquie qu'en Syrie qu'en Iran. Et d'ailleurs, peu avant le conflit donc du 28 février 2026, la Turquie, au moment donc des révoltes des manifestations qui ont lieu en Iran, la Turquie a partagé avec l'Iran des positions du PIAK en Iran afin que l'Iran neutralise ses positions. Donc il y a des coopérations, encore une fois, sécuritaires entre la Turquie et l'Iran sur cette base-là. Actuellement, rien ne montre que les Kurdes ont lancé une offensive, je dirais, substantielle contre l'État iranien, mais c'est une menace qui existe pour la Turquie. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, tout simplement, l'embrasement régional. La Turquie veut se montrer comme un pays pourvoyeur d'ordre, non pas seulement au Moyen-Orient, mais de manière générale dans son environnement régional, comme le Caucase, les Balkans, etc., etc. Or, par définition, s'il y a non plus seulement l'engagement donc de l'Iran, d'Israël, des États-Unis, mais également des pays régionaux comme les pays du Golfe, comme le Qatar, les Émirats, etc., il y aura tout simplement une dégradation de la sécurité régionale, et la Turquie cherche à tout prix à éviter, encore une fois, une immixtion de pays régionaux dans le conflit. Hakan Fidan, le ministre des Affaires étrangères turc, vraiment redouble d'efforts diplomatiques pour dissuader les pays du Qatar, des Émirats, de rejoindre donc cette guerre-là. Donc il y a vraiment cette peur-là. Et d'ailleurs, la Turquie appuie les efforts faits par le Pakistan pour accueillir cette médiation entre donc les États-Unis et l'Iran. La Turquie a fait partie donc, du dialogue quadrilatéral qui a donc uni les ministres des Affaires étrangères pakistanais, égyptiens, turcs et donc saoudiens pour donc appuyer le dialogue, appuyer donc la médiation pour donc mettre fin au conflit. Et enfin, quatrième point, vous l'avez mentionné, je crois aussi Yacine, la peur d'être le prochain sur la liste. Pourquoi? Parce que actuellement, on peut dire que les relations entre la Turquie et Israël sont caractérisées par une sécurisation du discours, notamment israélien, vis-à-vis de la Turquie. Pourquoi sécurisation? La sécurisation, c'est quand du coup vous vous présentez une menace comme une menace existentielle qui donc légitime des politiques exceptionnelles, notamment en termes donc militaires. Vous l'avez rappelé, effectivement, il y a eu l'ancien Premier ministre israélien, Naftali Bennett, qui a caractérisé la Turquie du nouvel, donc c'est le nouveau Iran. La Turquie serait donc la prochaine, ou déjà une menace existentielle pour la Turquie. Et même si, j'y reviendrai peut-être plus tard là-dessus, il faut nuancer l'hypothèse d'une guerre entre la Turquie et l'Iran, ces menaces sont prises très au sérieux par la Turquie, notamment parce que la perception turque de ce conflit, c'est pas tant les Américains et les Israéliens contre l'Iran, c'est avant tout les Israéliens qui ont mis le feu aux poudres et les Américains qui se sont laissés berner par ce conflit-là, qui est d'ailleurs aussi un peu ma position, mais on pourra revenir là-dessus. Je vous cite ce qu'a pu dire donc Hakan Fidan, donc ministre des Affaires étrangères turc, donc commentant cette guerre. Israël ne cherche pas à assurer sa propre sécurité, Israël veut plus de territoire. Israël a créé une illusion au niveau international en prétendant ne rechercher que sa propre sécurité. Cela doit cesser. Donc il y a la perception d'un pays, donc Israël, qui met soi-disant la sécurité comme sa priorité, mais qui en fait ne sert que des intérêts expansionnistes, des intérêts encore une fois belliqueux. Et donc l'idée pour la Turquie, c'est que si l'État iranien sombre, la Turquie ne veut pas d'un changement de régime encore une fois par amitié, par affinité avec l'Iran, mais tout simplement parce que si l'État iranien tombe, il n'y aura plus au Moyen-Orient une puissance suffisamment forte pour résister à la suprématie israélienne. Autrement dit, il y aura un déséquilibre des puissances où donc le Moyen-Orient, pour le dire de manière un peu schématique, sera partagé entre Israël et la Turquie. La Turquie, encore une fois,
défend le principe d'équilibre des puissances, que ce soit avec l'Iran, mais également avec Israël, ou de puissances comme les Émirats et l'Arabie Saoudite. Et donc, avec une chute de l'Iran, du régime iranien, il n'y aura entre guillemets plus que la Turquie qui pourrait résister à Israël. Or, la perception turque, encore une fois, je dis pas que c'est mon avis, mais la perception turque, c'est l'idée que à chaque fois qu'Israël a désigné un pays de la région comme une menace existentielle, ça a fini par une guerre. C'était le cas avec l'Irak de Saddam Hussein, c'était le cas avec la Syrie de Bachar el-Assad, ça a été un peu le cas avec la Libye de Kadhafi, maintenant c'est le cas avec l'Iran des ayatollahs ou des mollahs, et donc demain ça pourrait être la Turquie d'Erdogan ou la Turquie tout court, vous voyez. Et donc la Turquie cherche à tout prix à éviter encore une fois cette possibilité, même si encore une fois il faut nuancer l'idée que le scénario d'une guerre entre la Turquie et Israël serait inévitable. Vous voulez que j'en parle directement là-dessus ou vous voulez... Ouais. Alors pourquoi il faut quand même relativiser ? Tout simplement parce que déjà, c'est un facteur quand même qui est important, c'est que la Turquie n'est pas l'Iran, la Turquie est un allié des États-Unis. Et non seulement la Turquie est un allié des États-Unis, donc via l'OTAN, mais surtout l'administration Trump, plus que les administrations américaines précédentes, valorise énormément le partenariat, l'alliance avec la Turquie, notamment l'ambassadeur américain en Turquie, Tom Barra, qui est quelqu'un, donc c'est un ami de Trump, c'est un homme d'affaires, donc comme Steve Witkoff, il donc met vraiment accorde beaucoup d'importance à la relation privilégiée entre la Turquie et les États-Unis. Et d'ailleurs, anecdote, en 2019, il y a une banque très importante en Turquie qui s'appelle la Halkbank, donc la banque populaire, la banque du peuple, qui a été poursuivie par la justice américaine. Pourquoi ? Parce que la banque avait été accusée de blanchir de l'argent et d'envoyer des dollars à l'Iran. Et donc des sanctions très lourdes étaient prévues par la justice américaine contre cette banque qui aurait pu détruire la banque turque, qui est très importante. Et en mars 2026, donc c'est très récent, Trump a décidé donc de mettre fin aux poursuites et aux sanctions contre cette banque-là, ce qui montre encore une fois à quel point la Turquie et les États-Unis, encore une fois, renouvellent leurs relations à un niveau stratégique très élevé. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, d'un point de vue stratégique, la Turquie n'est pas non plus l'Iran. La Turquie combine une approche calibrée qui mêle capacité militaire, engagement diplomatique et flexibilité des alliances. La Turquie, donc Kevin l'a rappelé, l'Iran n'a pas de moyens conventionnels suffisamment forts pour résister à l'Israël ou aux États-Unis. C'est une guerre asymétrique qui s'établit entre l'Iran et ces pays-là. La Turquie, pour le coup, est un pays qui a un complexe militaire-industriel absolument, je dirais, crédible. La Turquie a un niveau d'autonomisation, de localité de son CMI, donc complexe militaire industriel, de l'ordre de 80%, 85%, ce qui est énorme. La Turquie a vraiment une hybridation de ses capacités donc militaires. Ça touche donc les chars, les hélicoptères, les drones, tu l'as rappelé, Kievan, peut-être demain également les avions de 5e génération. Donc la Turquie a des moyens redoutables sur le plan militaire. J'ai parlé aussi de la flexibilité des alliances. La Turquie est un allié de l'Azerbaïdjan, qui est également un allié d'Israël. La Turquie est un partenaire de l'Union européenne. La Turquie a des relations très fortes sur le plan économique avec la Russie. Donc la Turquie a plus de flexibilité, n'est pas aussi isolée diplomatiquement que l'Iran. Et enfin, c'est aussi un point important, c'est que les tensions qui opposent la Turquie et Israël, ça touche beaucoup la Syrie, mais on reviendra là-dessus peut-être plus tard, mais ne sont pas empreintes d'une connotation aussi idéologique, tout comme il peut y avoir donc entre Israël et l'Iran. On le sait, l'Iran a plusieurs fois dit que la destruction de l'entité sioniste était un objectif structurant de sa politique étrangère. En Israël, vous avez des fanatiques religieux d'extrême droite qui justifient, comment dirais-je, leur politique avec des référents bibliques, qui encore je sais pas quelle Bible ils ont lu, enfin en tout cas c'est pas la mienne, et donc qui encore une fois donc légitiment leur politique belliqueuse. Et donc il y a vraiment, je dirais, un choc idéologique entre les deux pays. Entre la Turquie et Israël, c'est pas autant le cas parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pas plus tard qu'il y a 3 ans, la Turquie a songé à rétablir ses liens diplomatiques avec Israël. Et d'ailleurs, Erdogan ou aucune élite turque ne parle de détruire l'État d'Israël. Erdogan a dit que lorsque la question gazaoui sera réglée, nous pourrons éventuellement rétablir des liens diplomatiques avec Israël. Donc finalement, les portes sont toujours ouvertes ou entrouvertes entre Israël et la Turquie. Effectivement, il y a la question maintenant syrienne. Donc on sait que depuis la chute de Bachar el-Assad et l'avènement du pouvoir d'Ahmed al-Shara en Syrie, donc à partir de décembre 2024, début 2025, il y a une forme de
conflit interposé, indirect entre la Turquie et Israël. La Turquie, on le sait, défend le principe donc d'une Syrie donc comment dirais-je, unifiée et intègre sur le plan territorial, là où l'Israël joue sur les divisions ethnico-confessionnelles, notamment donc en défendant les Druzes qui pour le coup sont effectivement parfois la cible d'attaque par les islamistes d'Ahmed al-Shara ou de groupes plus ou moins proches. Israël parle également de soutenir la question kurde, et d'ailleurs les forces kurdes du YPG ont plusieurs fois dit qu'Israël pourrait être un allié potentiel face à leur cause. Donc effectivement, il y a deux visions opposées qui s'affrontent entre la Turquie et Israël sur l'avenir de la Syrie. Pour autant, tu parlais de verrou psychologique, il n'y a pas eu ce verrou psychologique qui a été fait sauter entre Israël et la Turquie en termes de confrontation directe. Donc encore une fois, je dirais que les coulisses diplomatiques, enfin les portes restent ouvertes entre la Turquie et Israël, et donc il faut nuancer l'hypothèse d'une guerre entre les deux pays. Bonsoir. Nous souhaitons remercier les intervenants pour leurs riches interventions qui nous ont beaucoup éclairés, et encore une fois l'Institut Eremo pour l'accueil. Donc on a plusieurs questions, notamment sur le monde arabe en particulier, et l'axe de la résistance, parce que comment cette séquence de confrontation entre l'Iran, Israël et les États-Unis reconfigure-t-elle une structuration, les instruments, notamment les proxys, et cette dissuasion asymétrique, et les effets en fait de cet axe de la résistance dans les espaces arabes, notamment aujourd'hui comme on le voit au Liban et dans le sud. Donc l'axe de la résistance, c'est cette forme de fédération. On ne parle pas d'alliance parce qu'il n'y a pas de lien normatif, juridique dans le dur. Il n'y a pas de solidarité. En fait, c'est une sorte de fédération nébuleuse, politique, stratégique, à un niveau étatique et infra-étatique de tous ces acteurs qui vont lutter contre cette perception d'un impérialisme. Je parle de perception parce qu'évidemment, voilà, chacun va penser comme il le pense. Ça va être l'Iran, la Syrie, jusqu'en décembre 2024, comme le disait Albert, avec ensuite le Hezbollah libanais, le Hamas en Palestine, mais aussi on a tendance à oublier l'organisation du djihad islamique. Ça va évidemment avec les Houthis au Yémen. Et c'est objectivement un axe de la résistance qui a été beaucoup affaibli par Israël, par les États-Unis depuis, on va dire vraiment quand même le 7 octobre 2023. Vous avez vu comment le Hezbollah a été effectivement beaucoup affaibli, le Hamas aussi. Les Houthis, ils sont un peu dans leur coin, ils sont un peu dans leur propre zone. De temps en temps, ils envoient quelques missiles. Eux, pour le coup, ils sont encore résistants. Donc en réalité, on a un axe de la résistance qui est... Enfin, son apogée est passé. Son apogée est passé dans le sens où il a vraiment été, je dirais, de 2020 à 2023 au plus fort, en fait, après avoir défait l'État islamique en Syrie et en Irak. Donc, on va dire 2018-20, allez, disons 2020-2023. Et en réalité, là, maintenant, il ne fait que tomber. On l'a vu lorsqu'il n'y avait évidemment pas une activation de tous ces axes de la résistance à partir du 8 octobre lorsqu'Israël répliquait. On n'a pas vu cela. Et maintenant, comme le disait aussi Albert, on a une refonte de la Syrie autour d'un acteur qui essaie d'unifier le pays. On peut avoir telle affinité ou manque d'affinité par rapport à lui, mais du moins, il est vrai que pour le moment, la Syrie est pas retombée comme on pouvait peut-être le craindre dans une guerre civile majeure, je dirais. Donc, l'axe de la résistance, il est affaibli. Est-ce que maintenant il va être abandonné par l'Iran? Je pense pas, parce qu'en fait aussi c'est vraiment quelque chose de consubstantiel à son discours et à son action de politique étrangère. Comme le disait Albert, l'Iran n'a pas d'alliés. Il n'y a pas d'axe de la Téhéran, Pékin, Moscou, on pourra en reparler. Il n'y a pas d'alliance dans le dur. On n'a pas vu une aide sur le terrain, j'entends de la Russie ou de la Chine par rapport à l'Iran. Donc, je pense qu'il faudra voir l'évolution après. Mais en réalité, je pense que le Moyen-Orient par rapport aux États arabes a tellement déjà évolué que l'Iran va devoir repenser ses alliances, puisque la Syrie se recompose et discute maintenant avec les États du Golfe Persique, avec les États occidentaux. Il a déjà rencontré Trump, il a un peu pu papoter, etc. Donc la Syrie, ça sort. Le Hezbollah, il est affaibli, il continue d'être affaibli du fait de la guerre. Est-ce que le Hezbollah va disparaître? Je le crois vraiment pas. Est-ce que le Liban va réussir à désarmer le Hezbollah alors que c'est une décision qui a été prise par l'État en tant que tel? J'y crois franchement pas. Et puis de toute façon, surtout par quels moyens, puisque l'armée la plus puissante au Liban, c'est pas l'armée libanaise, c'est l'armée du Hezbollah. Donc comment est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un qui est plus fort que vous de baisser les poings? Je vois pas comment ça arrive. Mais donc il va falloir voir plus que l'action des États arabes, les États arabes ont déjà commencé à rejouer leur partition. Donc en fait, c'est comment est-ce que l'Iran va devoir s'adapter après la guerre. C'est plus ça que je regarde.
comment commenter ces évolutions récentes des politiques des États arabes en termes de défense, des États arabes du Golfe? S'inscrivent-elles dans une logique de renforcement des partenariats sécuritaires avec les États-Unis et Israël notamment, ou face à l'Iran, traduisent-elles une stratégie de gestion des risques en fait, dans un contexte régional d'escalade et de tension? Sur cette question, si je peux répondre, et là, parler du point de vue de la Turquie, ce qui est intéressant, c'est que la Turquie, encore une fois, c'est un des 3 pays, si on prend donc Israël, l'Iran, qui a des capacités militaires, disons, redoutables ou du moins sérieuses. Et ce qui est intéressant, c'est que là où ce conflit pourrait se transformer en opportunité pour la Turquie, c'est que la Turquie a déjà prouvé dans l'histoire sa capacité à déployer un parapluie ou du moins à défendre des pays menacés, notamment le Qatar. Souvenez-vous, si vous vous souvenez bien, c'était donc en 2017, vous savez, donc l'Arabie Saoudite, donc de concert avec les Émirats ou l'Égypte, ont mis donc au banc des nations arabes le Qatar pour son soutien vis-à-vis donc des frères musulmans, etc., etc. Et donc il y a une forme d'embargo qui a été donc appliquée par ces pays-là contre le Qatar. Et de cette manière, donc, la Turquie est venue à la rescousse du Qatar et notamment a établi donc une base militaire au Qatar qui compte, je crois, actuellement à peu près donc 3000 soldats turcs, ce qui montre encore une fois la capacité de la Turquie de se projeter dans la région. On peut également parler donc des avant-postes turcs dans le nord de la Syrie, etc., etc. Et donc finalement, et aussi la Turquie avait parlé plusieurs fois de sa volonté de rejoindre l'accord de défense qui, vous savez, donc a uni l'Arabie Saoudite avec le Pakistan. Et donc vous parliez donc d'une extension des relations militaires entre les pays du Golfe et les États-Unis. Là encore une fois, seul le futur nous le dira. Mais il peut aussi y avoir donc la dynamique inverse, parce que comme l'a rappelé Kevan, les défenses américaines dans la région ont montré non pas leur faiblesse, leur vulnérabilité par rapport aux attaques iraniennes. L'Amérique a perdu donc des milliards de dollars par la destruction donc de radars, d'avions, etc., etc. Et donc quelque part, est-ce que ça n'a pas aussi encouragé les États de la région à coopérer entre eux en matière sécuritaire militaire? Je pense que c'est une option à considérer. Et la Turquie, encore une fois, pourrait avoir son rôle à jouer de ce point de vue-là. Monsieur Geffaiti, peut-être si je peux me permettre de solliciter votre expertise sur cette question, parce que je sais que vous enseignez un cours à Sciences Po sur les monarchies du Golfe. Aujourd'hui, Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite recevait un sommet avec le Conseil de coopération, et on apprenait au même moment que le régime des Émirats arabes unis avait bénéficié du dôme de fer israélien pendant les attaques de drones iranienne. Est-ce que on n'est pas en train d'assister à un nouvel équilibre où avant c'était l'Arabie Saoudite qui dirigeait, comment dirais-je, une équipe du Golfe avec les Émirats arabes unis contre le Qatar? Là, est-ce que la dynamique a pas un peu changé? Est-ce que ce serait pas Mohammed Ben Salman, le Saoudien, avec le Qatari et d'autres qui chercheraient à se distancer des Américains parce que ces bases, au final, elles nous ont plus apporté du danger que de la protection, et les Émiratis qui se rapprocheraient de Tel Aviv? Quelle est votre analyse à ce sujet? Vous avez posé un cadre et je suis d'accord avec le cadre posé. Si on pousse plus loin, vous avez une déclaration des Émirats arabes unis de Mohammed Ben Zayed aujourd'hui qui disait, lors de ce sommet du CCG, Conseil de coopération du Golfe, je le cite, en substance, il disait je m'attendais à ce que la Ligue arabe ne fasse rien, mais je ne pensais pas que le Conseil de coopération du Golfe non plus allait rien faire. Bon, il a des mots extrêmement durs, mais parce qu'en fait, c'est vrai que vous avez un CCG qui a les outils stratégique en fait pour répondre. C'est ce qu'on appelle le bouclier de la péninsule, le Peninsula Shield. Normalement, vous avez ces 6 États membres du CCG. Donc, vous avez l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, Qatar, Koweït et Oman, qui normalement peuvent mettre en commun leurs armées pour réagir s'ils s'estiment menacés. Ils l'ont activé lors de l'invasion du Koweït, ils l'ont activé pendant les printemps arabes, ils l'ont pas réactivé depuis. Donc déjà là, vous avez une première carence de ce côté-là. Maintenant, est-ce que c'est beaucoup plus piloté à partir de l'Arabie Saoudite et du Qatar? Les Émirats arabes unis ont reconnu Israël, sont en discussion avec Israël. L'étape postérieure devait être l'Arabie Saoudite, mais ensuite est venu le 7 octobre 2023 qui a tout à fait rebattu les cartes. Est-ce que les monarchies arabes du Golfe Persique sont en train de s'éloigner par rapport aux États-Unis? Oui, tout à fait, mais c'est pas quelque chose de nouveau.
c'est quelque chose qui date en réalité depuis un peu plus longtemps, depuis même Obama. Rappelez-vous aussi comment Biden faisait sa campagne en disant, je le cite, « Je traiterai Mohammed Ben Salman comme le paria qu'il est ». C'était après qu'il ait découpé un journaliste, Jamal Khashoggi. En Turquie d'ailleurs. En Turquie, exactement, en Turquie. Et à partir de là, vous avez une tendance de fond. Donc, vous avez tout à fait raison, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de circonstanciel. C'est vraiment quelque chose de structurel. Vous avez maintenant les monarchies arabes du Golfe Persique qui vont pas nécessairement chercher à alterner leurs partenariats, mais à tout le moins à les diversifier. On parle avec les uns, eh bien, on va parler avec les autres. On commence à se rapprocher de la Chine, on commence à se rapprocher de la Russie. En réalité, on commence à discuter, pourquoi pas avec Israël dans le cas des Émirats arabes unis. Je pense que vous avez maintenant, du côté de ces monarchies arabes du Golfe Persique, la constatation qu'il y a une conditionnalité dans le partenariat américain qui leur pèse sur le plan des droits humains, sur le plan du discours démocratique, etc. Et qu'il y a certains partenariats qui ne vont plus nécessairement avoir ces mêmes conditions. Je pense typiquement et aux Russes et aux Chinois. Maintenant, est-ce que vous allez avoir une sorte de triumvirate avec certaines monarchies arabes du Golfe Persique et Israël ? Ça, j'ai du mal à le voir. Parce que je sais que quand même, l'enjeu de l'opinion publique est certes limité dans ces monarchies, cependant, il est encore existant. Et je ne pense pas que ce soit acceptable pour les monarchies d'ouvertement dire on est des alliés stratégiques d'Israël. Est-ce qu'en ce sens, une coordination donc, entre la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan, elle peut émerger comme un réel pôle de stabilisation politique et de contrepoids aujourd'hui face à... Contrepoids à qui ? Par rapport à l'Iran, Israël et les États-Unis. C'est une possibilité, oui, je pense, d'autant que tu as rappelé cet événement fâcheux qui avait donc créé une crise diplomatique entre l'Arabie Saoudite et la Turquie. Récemment, donc la Turquie et l'Arabie Saoudite ont renoué leurs relations, ou du moins les ont propulsées à des niveaux très importants, notamment un accord commercial, économique a été établi pour que l'Arabie Saoudite donc construise des panneaux solaires en Turquie. Et effectivement, j'ai rappelé que la Turquie avait partagé sa volonté de rejoindre cette coopération de défense entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Maintenant, est-ce que c'est une forme de contrepoids ? Je dirais que oui. Mais le problème, c'est qu'on est dans une région quand même où il y a une très grande flexibilité en termes d'alliance de partenariat, où l'allié d'hier peut être l'ennemi d'aujourd'hui et redevenir l'allié de demain, vous voyez. Moi, c'est vraiment, dans le cadre de ma thèse, quand je parlais avec des diplomates ou d'anciens diplomates turcs, ils me disent toujours que voilà, la Turquie, le Moyen-Orient, pardonnez-moi l'expression, c'est une région où tout le monde couche avec tout le monde, c'est une région là où soit vous êtes autour de la table, soit vous êtes sur le menu, et en fait, actuellement, on pourrait penser que la tendance serait effectivement d'apporter un contrepoids d'un côté à cette alliance israélo-américaine et de l'autre aux menaces que l'Iran peut faire peser sur les pays du Golfe, et en même temps, ça dépend encore une fois des scénarios qu'a pu établir Kevin, mais qui sont encore une fois très incertains. On peut établir des probabilités, mais encore une fois, ce qui, je pense, persiste ici, c'est vraiment le flou et l'ambiguïté stratégique. Donc, c'est possible, mais c'est difficile à dire sur le long terme. J'ai deux questions. La première, elle est très, très courte, c'est sur Hormuz. Autant que je sache, le détroit d'Hormuz, il est géré par l'Iran et par Oman. C'est pas une bêtise quand je dis ça. Oui. Alors comment se fait-il que l'Iran, comme ça, de manière unilatérale, dise on bloque ? Oman a rien à dire là-dessus ? Ça, c'est une première question. La seconde concerne le peuple iranien. Vous avez fait état, et c'est sans doute vrai, du nationalisme iranien qui fait que, effectivement, quand le pays est attaqué, tout le monde se regroupe derrière le régime actuel. Alors, où en est ce mouvement de révolte qui était né auparavant, donc, est-ce qu'il a encore des chances de pouvoir aboutir ? Où est-ce qu'il en est ? Très rapidement sur Hormuz, effectivement, il y a un flou juridique, même certains parlent d'illégalité des activités iraniennes sur Hormuz. Maintenant, comme l'a très bien rappelé Kevin, dans la mesure où cette guerre est totalement illégale du point de vue du droit international, pourquoi l'Iran devrait finalement respecter le droit international, d'autant plus que il se trouvait que le détroit d'Hormuz était une manne financière assez importante, parce que maintenant l'Iran donc facture, je crois, 2 millions d'euros, que d'ailleurs elle fait payer maintenant avec la monnaie chinoise et non pas en dollars, ce qui d'ailleurs contribue à une forme, certes relative, de dédollarisation du monde. Donc je sais pas,
je suis pas juriste moi-même, mais effectivement, il y a cette critique-là, mais pourquoi l'Iran devrait respecter le droit international si les États qui l'attaquent ne le respectent pas non plus? Et dans un... Par rapport à ce que vous dites, voilà, je m'inscris tout à fait en vrai par rapport à ce qu'a dit Albert. Vous avez en flou, en fait, vous avez le droit international qui vous dit Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, on dit la Convention de Montego Bay, article 44 et suivant, qui vous dit que dans les détroits, normalement, vous devez avoir un transit libre pour un passage, pour les navires qui veulent un passage, les navires inoffensifs. Enfin, non offensifs, c'est différent. Les navires qui sont non offensifs. Et sauf qu'il y a un problème, c'est que l'Iran a signé mais n'a jamais ratifié ce traité-là. Vous le savez, en droit international, il y a le principe de ce qu'on appelle pacta sunt servanda. Vous n'êtes tenu que ce que vous avez accepté. Il faut un peu comme une authentification à double niveau sur votre téléphone. Et ben, il faut signer et ratifier un accord. L'Iran a signé, n'a jamais ratifié. Donc fondamentalement, l'Iran n'est pas contraint à cela. Et lors de sa signature, l'Iran a dit je mets une réserve d'interprétation. Si j'estime que ma sécurité est menacée, je n'applique pas le traité, quand bien même je le ratifierai, au détroit d'Ormuz. Et ce qui est un peu habile, c'est que Oman a fait la même chose. Oman a signé et ratifié. Oman doit respecter la convention, mais Oman a dit j'estime que en cas de sécurité nationale menacée, je peux bloquer le passage. Donc déjà, ça c'est la vision iranienne d'une part, omanaise d'autre part, et ensuite vous avez beaucoup d'États. La France en fait partie. C'est la vision de notre État qui est de dire le passage doit être garanti de manière libre et ne peut pas être entravé par des droits de paiement. Ça, maintenant, c'est cela. Vous avez le droit, vous avez la pratique, qui est évidemment, tout à fait différente. Est-ce que l'Iran aurait le droit de mettre un droit de passage? Non. Mais après, est-ce qu'on a le droit de se rendre dans un autre pays pour aller prendre le président et le faire juger dans notre propre pays? Voilà, il y a du droit. Moi, j'ai fait 7 ans de droit, j'ai fait du droit international. Je trouvais le système très beau sur le papier. Et après, quand j'allume la télé ou je regarde mon téléphone, après 7 ans de droit, j'ai fait des relations internationales parce que les choses sont un peu différentes. Ça, c'était par rapport au détroit d'Ormuz. Donc, et pour revenir vraiment à votre question, Oman n'a juste pas le poids, n'a pas de marine suffisante pour faire ce que fait l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Et aussi, Oman ne veut pas se mettre dans la sauce, si vous me permettez l'expression. Maintenant, par rapport à la population iranienne, vous voyez, il y a quelque chose de très cyclique dans ce que je vous ai dit, et la contestation populaire, c'est la même chose. Sauf que maintenant, les cycles se rapprochent. En 2018-19, vous aviez une contestation économique iranienne qui devient politique. De toute façon, c'est indissociable, économie et politique. Hein. Regardons en France les gilets jaunes, c'est économique, les gens disent on peut plus payer l'essence, et en fait, c'est politique. L'un est indissociable de l'autre, c'est spécifique, c'est transversal à tous les pays. C'était 2018-19. Un peu avant, c'était 2009, le mouvement vert, contestation de la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. Maintenant, on l'a revu ensuite en 2022-23 avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Donc, vous voyez, les cycles se raccourcissent. Maintenant, on le revoit en 2025 et 26. Albert et moi, on est des jeunes universitaires. Vous avez beaucoup d'articles qui, depuis la République islamique a 47 ans, ça fait depuis 47 ans qu'on nous dit la République islamique va tomber. Non, mais là, vraiment, c'est la bonne, là, elle va vraiment tomber. Tout régime constitutionnel a une page de début, une page de fin. L'Iran ne fait pas exception. Maintenant, moi, je suis pas devin et c'est très bancable, c'est très facile de dire oui, ça va tomber, etc. Sincèrement, à court terme, je n'y crois pas et je vous dis la même chose que je disais à la mi-janvier. Ça m'a valu quelques critiques, mais finalement, j'ai pas eu tout à fait tort. Je disais, mais en fait, vous avez des personnes qui sont très mécontentes de la structure actuelle que l'on a en Iran. C'est un fait. Et j'entends qu'il y a des États qui arrivent à orchestrer des manifestations. Tout le monde le fait. Mais il y a un moment aussi, il faut voir que vous avez des personnes qui sont en fait aussi satisfaites de la République islamique d'Iran, dans le pays lui-même. Dans la diaspora, encore, on peut en discuter, même dans la diaspora, c'est assez mêlé. C'est assez entremêlé, pardon. Donc, vous avez une très très forte contestation. Et ensuite, la contestation permet aussi de nourrir un discours interne, de dire « Ah mais regardez, il y a des déstabilisations de l'extérieur, donc il faut qu'on soit fort par rapport à notre État ». Donc en réalité, c'est un serpent qui se mord la queue. Je crois que vous aurez évidemment d'autres contestations, comme on en a vu. Donc vous voyez, c'est ce mouvement de flux, de reflux. Je vois pas ce qui fait sortir le véhicule de la route. Voilà. Sur cette question, et moi, je suis pas du tout expert de l'Iran, donc tu me dis si je me trompe et je vais pas empiéter sur ce que tu as dit, mais en fait,
Pourquoi cette guerre est aussi un gâchis? C'est parce qu'en réalité, l'Iran, c'est un pays qui est très complexe, où effectivement, vous avez une théocratie, donc un régime religieux qui a montré sa répression et sa violence à plusieurs reprises. Et en même temps, c'est une société dans laquelle il y a plus de femmes qui font d'études de sciences, d'ingénieurs, qu'en France et en Allemagne réunies. Et donc, c'est un pays qui, dans son régime, est effectivement, on peut qualifier d'obscurantiste, de violent, etc., mais qui, dans sa société, a des éléments, je dirais, de libéralisme, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas structurellement avoir un pays aussi rigide sur le plan donc, du régime et avoir une société aussi émancipée, ne serait-ce que sur le plan du point de vue intellectuel et professionnel, en même temps, vous voyez. Et donc pour moi, il allait forcément y avoir, peu importe, hein, ça va peut être une révolution, des réformes internes, etc. Et il allait forcément y avoir, je pense, un changement du régime. Le problème, c'est qu'avec cette guerre-là, comme l'a rappelé Kevan, on voit un retour, une forme de, comme tu dis, on se centre autour du drapeau. Il y a ça. Et surtout, j'ai vu plusieurs fois ce commentaire un peu ironique sur Twitter disant que les Américains ont eu un changement de régime en Iran, mais pas celui qu'ils attendaient, parce que maintenant, on pense, et c'est l'avis de certains spécialistes ou diplomates qui connaissent l'Iran, qui disent qu'il y a eu un changement de régime. Maintenant, ce n'est plus l'ayatollah qui dirige le pays, mais ce sont les militaires en réalité, les gardiens de la révolution. Donc, ça veut dire que maintenant, la vis va être serrée en matière de répression et de contrôle des populations. Et sur la question maintenant de la viabilité du régime, moi, je fais souvent cette boutade. Je dis que si un pays démocratique comme la France un gouvernement peut tenir avec 20% d'opinion populaire, eh bien, un régime autoritaire, répressif, qui a au moins 25%, 30% d'opinion favorable, peut aussi tenir, vous voyez. Et donc, en plus, là, maintenant, il y a la guerre qui permet encore une fois de justifier ce régime répressif. Donc, oui. Ouais. Bah, bonsoir, merci à vous pour cette intervention. Je découvre Monsieur Kandemir avec grand intérêt. Monsieur Kafaichi, je vous suis assidûment sur les réseaux, donc c'était encore un plaisir. Merci, c'était très intéressant. Ma question, donc sur cette guerre d'Iran, si je peux l'appeler ainsi, est-ce que le sous-titre, ce serait pas finalement que la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu? Donc ça élargit la perspective, mais dans le sens où la déplétion des stocks de missiles antiaériens américains et donc le rapatriement d'une partie des missiles, notamment en Corée du Sud, vers le Moyen-Orient, ne met pas à nu le roi en Asie de l'Est, et de manière plus générale, ne met pas à nu le roi d'un point de vue diplomatique, géopolitique. Est-ce qu'on n'a pas vu finalement une énorme faiblesse des États-Unis face à un régime qui n'est quand même pas considéré comme une superpuissance, peut-être dans le Moyen-Orient, mais à l'échelle du monde, ce n'était pas le cas. Et donc, ma question, c'est vraiment, est-ce que finalement, sans vouloir paraître cynique, est-ce que finalement, on n'a pas échappé à la confrontation, au fameux piège de Thucydide entre la Chine et les États-Unis, la Chine puissance montante, les États-Unis puissance stagnante ou descendante, comme on le voit, selon comment on le voit. Est-ce que finalement, on n'a pas échappé à cette confrontation entre la Chine et les États-Unis, tout simplement parce que les États-Unis ont montré aux yeux du monde et aux yeux de leurs alliés, notamment dans le Pacifique, qu'ils étaient incapables de soutenir une confrontation de haute intensité contre la Chine. Et par là, ma question ne sous-entend pas que la Chine gagnerait forcément une guerre, mais simplement que le coût de la guerre entre les États-Unis et la Chine est devenu beaucoup trop élevé, d'abord pour les États-Unis, donc pour les décideurs américains, parce qu'il n'y a pas que le camp Trump, il y a aussi d'autres factions, d'autres courants qui réfléchissent à l'avenir de la guerre, la potentiel guerrier avec la Chine. Et je me répète, de la part en fait, de tout un tas d'alliés, que ce soit en Europe, on le voit avec l'Espagne, on a le Japon aussi qui commence à se demander s'il ne doit pas s'autonomiser un peu plus. La Corée du Sud, c'est un peu plus délicat parce qu'ils ont la Corée du Nord à leur frontière. Voilà. Ma question, pour la résumer, c'est est-ce que la guerre d'Iran nous annonce que finalement la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu? Et tant mieux pour nous qui sommes français. Oui, moi je suis totalement d'accord. Et notamment de ce point de vue-là, vous pourriez donc écouter les analyses de Emmanuel Todd sur justement quelque part la fin, non pas de la puissance américaine, mais en tout cas de sa suprématie, disons, mondiale, parce qu'effectivement, Kevin l'a rappelé, en quelques semaines, l'Iran a épuisé, tu l'as dit, un quart des stocks des missiles Patriot ou Tomahawk Tomahawk. Donc on voit qu'effectivement, les États-Unis ont du mal à tenir une guerre qui est extrêmement coûteuse sur le plan économique, et en même temps, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens, non plus seulement parmi la gauche ou les démocrates, qui sont bien pour des raisons, encore une fois, partisanes contre la guerre, mais qui
qui, au sein même du clan Trump, estiment que Trump a trahi ses électeurs. D'ailleurs, vous avez remarqué que les Iraniens, au moment des médiations, voulaient que ce soit Didi Vance qui négocie avec les Iraniens, parce qu'ils savaient que, on peut dire pour simplifier que dans le clan Trump, il y a deux polarités. Les néoconservateurs qui effectivement peuvent appuyer une politique, disons, impériale ou du moins belliqueuse, là où Vance représente plutôt la polarité, disons, protectionniste, un repli sur soi. Et donc on a vu effectivement une désolidarisation de certaines élites américaines anciennement proches de Trump. On peut penser à des gens qui sont très influents dans l'opinion publique américaine de droite ou républicaine, comme Tucker Carlson par exemple. Alors, ce sont des gens qui sont, je trouve, abjects sur le plan moral, mais qui ont une influence malgré tout, des gens comme Nick Fuentes ou Candace Owens. Donc, tant sur le plan, effectivement, je dirais idéologique, que sur le plan économique et militaire, on voit que l'Amérique n'est pas capable, ou du moins ne semble pas être capable de supporter une guerre contre un pays jugé beaucoup plus faible que à savoir l'Iran. Donc, à savoir, maintenant, d'envisager une guerre à l'échelle mondiale, ça, effectivement, ça semble d'autant moins envisageable. En même temps, et ça c'est peut-être le pendant, je dirais, négatif, c'est que s'il n'y aura pas de guerre mondiale, et tant mieux, non pas seulement pour les Français, mais pour tout le monde de manière générale, en réalité pas pour tout le monde, parce que je pense que ça va juste consacrer davantage de conflits, comment dirais-je, régionaux ou de conflits indirects. Et finalement, la question, c'est pas de guerre mondiale, on est d'accord là-dessus, mais est-ce que finalement il n'y a pas un retour d'une forme de guerre froide, où finalement dans l'incapacité de s'affronter directement entre grandes puissances, Chine, États-Unis, Russie, États-Unis, etc., est-ce que finalement il n'y a pas d'autres conflits, comment dirais-je, qui vont surgir, qui sont des conflits indirects, comme on a pu le voir pendant la guerre froide, avec la guerre du Vietnam, la guerre d'Afghanistan, la guerre de Corée, etc., etc. Et d'ailleurs, on voit que, d'une certaine manière, la Chine tire ses marrons du feu avec cette guerre en Iran, parce que donc la Chine montre encore une fois à quel point elle privilégie donc le commerce, la diplomatie, là où l'Amérique donc a une politique encore une fois belliqueuse. Encore une fois, c'est pas dire que c'est vrai scientifiquement, mais c'est un discours qui est porté par la Chine. La Russie, on l'a vu, a pu renforcer donc ses comptes parce que donc les prix du pétrole ont augmenté, ce qui a donc permis à la Russie de vendre davantage de pétrole avec donc la crise du détroit d'Ormuz. Donc finalement, pas de guerre mondiale, je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, une accélération des conflits régionaux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Albert. Par rapport à la Chine, par rapport à votre question, alors je bosse pas sur la Chine précisément, mais j'avais vu comment, du fait des opérations américaines dans le Golfe Persique, la Chine a renouvelé récemment ses opérations en mer de Chine autour de l'île de Taïwan. Donc, en fait, en disant, d'une part, les forces américaines se sont recentrées ailleurs, d'autre part, on observe un peu ce qui se passe et on voit que finalement, il y a une hyperpuissance américaine, c'est indiscutable, mais qui arrive à être contestée, à tout le moins par une puissance régionale. C'est pas de toute façon, il n'y a pas la puissance régionale au Moyen-Orient, mais par une des puissances régionales. Et alors, là, maintenant, je pense que la Chine prend beaucoup de notes. De l'autre côté, on a maintenant dans les milieux militaires français une statistique, un pronostic qui est de dire que d'ici 5 à 10 ans, il y aura un conflit renouvelé sur le sol européen impliquant la Russie. Donc, vous voyez comment j'adhère à cette vision de conflit. J'aime pas dire conflit à la marge, à la périphérie, parce que ça veut dire qu'il y aurait un centre, mais de conflit localisé. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais. Donc, je pense que c'est quelque chose qui arrivera. Pour citer un auteur franco-persan, Bertrand Badi, et son impuissance de la puissance, est-ce qu'on peut dire que cette guerre, c'est une nouvelle fois l'illustration qu'au XXIe siècle, la guerre ne fonctionne pas? Poutine n'a pas réussi à atteindre Kiev en 3 jours. Les Américains n'ont pas réussi à se débarrasser du régime iranien. Le Hamas existe toujours. Le Hezbollah existe toujours. Est-ce que la guerre ne fonctionne pas? Non, pendant que je vais répondre en premier. Je suis pas tout d'accord avec cette idée parce que en fait, la question, ce n'est pas la question de la guerre et de son efficacité. La question, c'est les objectifs que vous établissez en menant une guerre. Le problème des États-Unis par rapport à l'Iran, c'est pas la guerre en tant que telle, c'est que leurs objectifs n'ont pas vraiment d'objectifs et surtout, quand même ils en auraient, ils ne sont pas atteignables. La question, pour Israël, c'est la même chose. Vous savez, c'est toute l'opposition, je dirais, là, pour le coup, on peut citer effectivement Bertrand Badi, ou plutôt Serge Sur, qui dit que justement, la force est un outil de la puissance, mais que la puissance, en général, vise à l'ordre, alors que la force, elle, mène au désordre. Et donc, la force, vous l'utilisez seulement quand vous avez des objectifs politiques réalisables.
De fait, pour des raisons que monsieur a mentionnées ici, l'Amérique effectivement a montré son efficacité à détruire donc le régime iranien. Le problème, ce n'est pas la guerre, c'est les objectifs qui ont été établis. La Russie en Ukraine, effectivement, la Russie tâtonne, mais ce que montre aussi la Russie, c'est qu'elle est capable de mener une guerre longue, qui dure maintenant depuis plus de 4 ans, dans un conflit qui est, pour le coup, symétrique, qui est conventionnel, parce que ces objectifs, je pense, malheureusement pour les Ukrainiens, sont plus réalisables que pour les Américains en Iran, vous voyez. Donc pour moi, le problème, ce n'est pas la guerre, enfin oui, la guerre est un problème, mais c'est pas l'idée que la guerre finalement montre son inefficacité, voilà, c'est le problème des objectifs que vous posez. C'est ça. Oui, bonsoir. Oui, c'était une question plus micro, parce qu'il se raccrochait au thème précédent. L'évolution de la société iranienne à la chute de l'ayatollah, le pouvoir religieux perd-il vraiment son pouvoir? Et à ce moment-là, les gardiens de la révolution vont se transformer plutôt en structure économique. C'est le tissu de la société va s'ouvrir et le capitalisme va entrer. La Chine, la Russie ont tout à fait intérêt peut-être à se mettre là. L'Europe n'a pas sa place, les États-Unis sont grillés, et on va avoir peut-être un espace de liberté entre guillemets pour les citoyens et les citoyennes s'ils acceptent d'être dans un État qui fait du business et qui n'est plus mené par des principes religieux. Et comme on a en effet une jeunesse, celle qui va survivre, qui est extrêmement diplômée, qui a quand même un état d'esprit, une tradition millénaire qui reste quand même dans les gènes, est-ce qu'il ne va pas y avoir les mailles du filet vont s'ouvrir et il y aura des tensions entre ceux qui veulent garder des principes de démocratie, des lumières, et puis ceux qui diront on va faire du business quand même avec les gardiens de la révolution. On veut plus les ayatollahs et le pouvoir religieux. Bon, je vous demande quelle est ces possibilités d'évolution de la société. Je pense qu'il y a beaucoup de choses où je suis d'accord avec vous. Il y a d'autres choses où je pense qu'il faut un peu recadrer. En Iran, de ce que je vois, je me rends tous les ans ou tous les 2 ans dans le pays. Je suis assez surpris. Moi, je fais beaucoup de... Je vais un peu partout et vraiment, j'observe de manière très, très ingénue. Et parfois, je suis surpris de voir qu'en Iran, à Téhéran, il n'y a pas tant de personnes que ça dans les mosquées par rapport à ce que je pense. Vous allez dans le pays, je me dis, pourtant, c'est vendredi, c'est l'heure de la prière. Je vois pas tant de personnes que ça, donc je suis assez surpris de voir ça. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Vous avez... une radicalisation, une radicalité de part et d'autre entre des personnes qui sont de plus en plus ancrées, attachées aux principes de la République islamique d'Iran et, comme vous le dites très justement, une population qui a moins de 30 ans, moins de 35 ans. Ils ont tous des téléphones, ils ont tous des iPhones comment dire, je vous assure que vous n'allez pas me croire, mais ce que je vais vous dire est absolument vrai. C'était vraiment purement dans un but sociologique et scientifique. J'ai utilisé Tinder en Iran. Je vous assure que c'est vrai, vous ne croirez pas, mais j'ai fait aucun rendez-vous. Donc les applications de rencontres amoureuses, déjà, ça marche. Tout le monde est dessus. Il y a des personnes qui disaient, qui étaient prêtes à faire, en fait, comme ici, en fait, les rendez-vous d'un soir. Donc je me disais, mais c'est dingue. Comment est-ce que ça marche, ça, en République islamique d'Iran? J'étais ensuite invité par des amis interposés chez des Iraniens, classe intermédiaire, ni riche ni pauvre. Moi, je suis pas dans les quartiers nord de Téhéran très riches, ni dans les quartiers pauvres du sud. Je suis dans l'est, le quartier assez standard en fait. Et bouteille de whisky qu'on nous apportait, des petites fêtes entre nous, et on apportait une bouteille de whisky. Moi, j'avais peur. Je me disais, oh là là, qu'est-ce qui nous arrive si on nous attrape, etc. Donc, c'est pour vous dire comment en réalité, c'est vrai ce que vous dites sur une société qui s'occidentalise, qui est occidentalisée. Vous savez, aussi les Iraniens ont une très haute image d'eux-mêmes, et souvent ils disent d'eux-mêmes, on est les Français du Moyen-Orient. Bon, ça après on peut en discuter, hein, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez, ça m'avait beaucoup frappé aussi, les Iraniens ont vraiment envie de faire du commerce avec les Européens et les Américains. Ça, c'est intangible, vraiment. Et parfois, moi, à chaque fois que je prenais le taxi pour aller à X ou Y endroit, je leur disais, mais qu'est-ce que vous pensez du partenariat qui vient d'être signé avec la Russie, avec la Chine? Il me disait, on préfère vraiment discuter et faire du commerce avec les Européens, on ne veut pas faire de commerce avec les Chinois. Donc il y a vraiment cette vision, je pense, qui peut parfois être un petit peu faussée que l'on a en Europe ou en Amérique du Nord, sur le fait qu'en réalité, l'Iran et les Iraniens ont envie de commercer, ont envie de ce partenariat-ci. Évidemment, il y a des oppositions irréductibles. Et maintenant, par rapport à ce que vous dites, les gardiens de la Révolution pourraient ensuite devenir une sorte d'ouverture, de passerelle économique. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Regardez ce qu'on appelle les fondations pieuses, les bonyods. C'est déjà, en fait,
En Iran, dans l'économie iranienne, vous n'avez pas de distinction secteur public, secteur privé, comme on l'a de manière un peu plus hermétique en France. Il y a une sorte de dilution, il y a un entremaillage, et en réalité, il y a un secteur semi-public, semi-privé, où l'État iranien et donc tous ses agents ont beaucoup de réseaux, et donc les gardiens de la révolution sont déjà extrêmement riches. Les religieux aussi, les politiques par principe sont riches quel que soit le pays. Et donc là, ils sont très bien implantés. Vous avez, bon, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois l'Iran qui est classé 115e ou 120e à l'échelle mondiale en termes d'indice de lutte contre la corruption. C'est un pays où il y a de la corruption sur les standards mondiaux. Et donc, les gardiens de la Révolution, en résumé, les forces armées de la République islamique d'Iran sont déjà très bien implantées d'un point de vue économique et donc politique, puisqu'on le disait, l'un est indissociable de l'autre. Donc voilà, d'une part, vous avez un renforcement de l'idéologie de l'État, du fait de la guerre, ça c'est observable. Et ensuite, moi, le scénario que je me fais, et encore une fois, je partage avec vous mes réflexions, je me dis, mais est-ce que finalement, on va pas avoir une sorte d'évolution ? On peut avoir un déplacement, je dirais, de l'orbite idéologique ou de pouvoir, à tout le moins, un peu à l'image du Pakistan. Le Pakistan, officiellement, c'est une république islamique du Pakistan, mais c'est l'armée qui tient le pouvoir. Un peu à l'image de l'Algérie, qui est officiellement une république, mais c'est l'armée qui tient le pouvoir. Un peu à l'image de l'Afghanistan. On a tendance à oublier que Al-Sisi, c'est l'ancien ministre de la Défense et c'est un ancien maréchal, c'est un ancien militaire. Un peu... Pardon, j'ai dit quoi ? L'Afghanistan, désolé. Chut, désolé. Parce qu'on parlait du Pakistan, ça m'a refait penser à... Désolé, c'est moi. De l'Égypte. Aussi un peu à l'image, et là je parle sous le contrôle d'Albert, de la Turquie, là où c'est pas les militaires qui ont le pouvoir, mais là où ici il y a de réels liens entre Erdogan et le pouvoir armé. Disons que la Turquie, en fait, Erdogan, avant celui, il y avait une hégémonie militaire par rapport au pouvoir civil, et en fait, Erdogan a domestiqué, c'est ça en fait, tu vois, voilà. Il a remplacé une hégémonie par une autre, tu vois. Donc vous voyez comment c'est un système entre guillemets qui est fonctionnel. Et maintenant, un militaire, et c'était très intéressant ce que tu disais Albert sur le fait que les militaires en Turquie, lorsqu'ils ont commencé à voir qu'il y avait donc un parti politique islamiste qui voulait peut-être se rapprocher de l'Iran, ils l'ont dégagé. J'ai oublié le nom, c'était Erbakan. Les militaires sont des hommes pragmatiques. Comment dire, ils fonctionnent par très grande envie de faire perdurer la stabilité, et la stabilité passe par l'économie. Donc c'est une voie qui est envisagée, c'est une voie qui peut venir et qui apporterait alors là une reconfiguration totale des rapports que l'Europe et l'Amérique du Nord peut avoir avec l'Iran. Et je vais juste, pour clore ma réponse à votre question, vous citer une phrase de mon père qui a fait son service militaire en Algérie, qui m'a dit, tu sais Kevin, moi les plus beaux champs de fleurs que j'ai vus, c'était dans des casernes. Parce que c'est l'ordre. Dans les scénarios proposés, si les négociations et cycles violents alternent jusqu'en 2029, qu'en est-il du détroit d'Ormuz ? Ensuite, la prochaine, c'est qu'en est-il de la position d'Oman ? L'opposition à l'offensive israélo-américaine qui a valu au sultanat d'Oman une forte critique par Trump signifie-t-elle un essoufflement de la crédibilité américaine ? Et, dernière question pour l'instant, qu'en est-il du Maghreb ? Ces États permettent-ils de voir différentes dynamiques au sein du monde arabe vis-à-vis de l'Iran ? Par rapport à Hormuz, quid d'Hormuz, le détroit ne va pas être bloqué indéfiniment parce que c'est intenable pour tout le monde. Pour l'Iran lui-même, on a tendance à oublier que l'Iran est aussi un État exportateur. Il a envie d'avoir un détroit qui est fluide et qui est sécurisé pour ne pas faire peur à ses clients, à tout le moins. On se rappelle que le pétrole iranien est acheté à plus de 80% par la Chine. Donc il y a une envie de rassurer ses partenaires. Ça, il faut l'avoir tout de suite en tête. Est-ce que maintenant il peut avoir l'instauration d'un droit de passage ? Ce que je vais dire est factuel, c'est objectif, c'est illicite au regard du droit international, mais ça peut être virtuellement mis en place. Il n'y a pas d'équivalent, à ma connaissance, de long terme, mais ça peut être le cas. C'est très différent du canal de Suez. Le canal de Suez est artificiel, donc vous pouvez mettre un droit de passage. Sur un lieu naturel, je ne le vois pas sur le plan international, mais foncièrement, encore une fois, so what ? Sinon quoi ? La guerre, il y a déjà la guerre, vous voyez ? Donc ça peut arriver. Et ensuite, sur le prix, effectivement, voilà, moi j'avais vu, et Albert le disait aussi, ce prix de 2 millions équivalent de dollars qui est payé. Ça peut paraître cher par navire, par très grand pétrolier, 2 millions de dollars de frais de passage, mais en réalité pas tant que ça. À l'échelle de la quantité de marchandises qui est vendue, ça représente pas plus de 1 voire 2% de tous les biens. Après, évidemment, ça dépend de la marchandise, donc c'est acceptable. Sur Oman, finalement, c'est étrange ce qui est un peu arrivé à Oman, parce que Oman, d'habitude, est un très bon négociateur.
En 2013-15, avec l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, ça se passait à Oman. En 2025, les premiers rounds de négociations se passaient à Oman. Oman, c'est considéré comme la Suisse du Moyen-Orient parce que c'est un acteur diplomatique très très doué. C'est étonnant de voir qu'il n'a pas été sollicité là pour les différentes négociations. Oman est un acteur qui, a une bonne stratégie d'être en retrait. Est-ce qu'il va avoir une évolution de la stratégie omanaise? Non. Est-ce que c'est une mise aux oubliettes d'Oman? Non, je pense pas. C'est pas parce que le Pakistan, une fois, gère une négo que Oman est mis de côté. Et surtout, il faudra voir les résultats de la négociation. Parce que là, le Pakistan aussi met beaucoup d'espoir dans cette négociation qui, pour l'instant, ne marche pas du tout. Et ensuite, par rapport au Maghreb, vraiment, j'avance à tâtons, comme Albert. Et la seule chose que je peux dire, c'est que l'Algérie et l'Iran ont beaucoup de connivence diplomatique. Ils partagent beaucoup de visions communes par rapport à la Palestine, par rapport à la Syrie, par rapport à différents conflits. Et depuis le 7 octobre 2023, vous avez eu ensuite beaucoup d'initiatives diplomatiques iraniennes où l'Algérie votait pour, ou algériennes, et l'Iran aussi soutenait. Donc vous avez des convergences de vues par rapport au Petit Maghreb. Tunisie, Iran, les rapports sont vraiment marginaux. Par rapport au Maroc, vous le savez, le Maroc est foncièrement beaucoup plus proche de l'Arabie Saoudite et d'Israël, maintenant qui a reconnu Israël, que par rapport à l'Iran. Vous avez même eu des très très grandes frictions diplomatiques entre le Maroc et l'Iran. Le Maroc estimant que l'Iran soutient le Polisario, donc le Front Polisario, donc pour l'indépendance du Sahara. Et ça, c'est par rapport au Petit Maghreb. Si on prend le plus grand Maghreb, la Libye, vous le savez, est un peu en dehors, c'est encore un cas à part. Et si on élargit maintenant l'Afrique du Nord, mais plus dans son versant Est avec l'Égypte, c'est comme le Maroc, mauvaise relation avec l'Iran, beaucoup plus proche de l'Arabie Saoudite, et donc en réalité voit d'un très mauvais œil cette conflictualité. Sur le Maghreb, on peut recommander à la personne qui a posé la question l'article de Khadija Mohsen Finan sur la revue L'Orient 21, où elle explique que l'Algérie, qu'on connaît comme l'ancienne Mecque des révolutionnaires, très attachée à la cause palestinienne, a aussi pu se montrer pragmatique face à d'éventuelles pressions américaines. Et là, on aurait pu attendre un communiqué très, très engagé sur l'agression de l'Iran par les États-Unis et Israël. Le ministère des Affaires étrangères algérien a été beaucoup plus pragmatique qu'attendu. Puis là, il a vraiment ses yeux rivés vers le Mali, en réalité. Quand vous voyez ce qui se passe, il y a quelque chose qui est lointain, il y a quelque chose qui est à vos frontières. L'Algérie regarde beaucoup la situation sécuritaire au Sahara pour éviter qu'il y ait différents acteurs maliens ou transnationaux qui agissent au Mali et qui remontent vers l'Algérie. Oui, vous avez parlé du Liban tout à l'heure en évoquant l'armée nationale très faible et l'armée du Hezbollah plus forte. Donc ce n'est pas la guerre qui sera la solution. Qu'est-ce que vous envisagez comme mécanisme diplomatique pour revenir à une situation acceptable? Sans faire de blague, changer la constitution libanaise. La constitution libanaise consacre le principe de confrontation, ou à tout le moins de compartimentage confessionnel. Vous avez un président qui dit une confession, un premier ministre qui dit une autre confession. Donc en réalité, ça peut pas marcher. Par principe, par essence même, vous mettez des blocs. En réalité, ça nous arrangeait bien parce qu'en réalité, à ce moment-là, les maronites, donc la communauté chrétienne, étaient démographiquement et politiquement plus puissante, plus lourde. Maintenant, ça s'est beaucoup plus déplacé du côté musulman, et en réalité, maintenant aussi, les chiites ont pris beaucoup plus de poids démographique et économique. Vous savez, les businessmen du Hezbollah, ils sont jusqu'en Amérique du Sud. Ils sont très actifs au Brésil, en Argentine. On a tendance à dire un peu rapidement que c'est l'Iran qui finance le Hezbollah libanais. Ils ont leur propre source de business. Ils sont très, 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 très bons, les chiites libanais. On entend beaucoup parler des businessmen turcs en Afrique subsaharienne. Les Libanais, ils sont aussi partout en Turquie, en Afrique, et pas du tout que les chrétiens. En Turquie aussi, bon, vice-versa, je pense. Et donc, comment voir la chose? En réalité, malheureusement, vous savez, en relations internationales, vous avez trois types d'unités. Vous avez des acteurs, vous avez des objets, vous avez des spectateurs. Le Liban n'a jamais été acteur depuis les 50 dernières années. C'est toujours été un objet. Le Liban est un objet de conflictualité, est un théâtre d'opération. On parle beaucoup aujourd'hui d'Israël et de l'Iran, mais il faut savoir que l'Arabie Saoudite est très active aussi au Liban. Et la Syrie, vous avez tout à fait raison de le dire. Je parle par rapport aux acteurs qui sont actifs très très maintenant. La Syrie est un peu mise sur le côté sur l'État libanais. Mais donc le Liban, malheureusement, et j'ai beaucoup de compassion pour le Liban et pour les Libanais,
je vois pas de sortie de crise durable à long terme. À court terme, vous pouvez mettre un petit pansement en faisant un cessez-le-feu, parce que de toute façon, vous n'aurez jamais d'accord de paix. Vous savez, le Liban et Israël sont en guerre depuis 1975. Il n'y avait jamais eu de signature d'un traité de paix. Je vois pas pourquoi maintenant ça serait le cas. Je vois vraiment pas de solution à long terme. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais je suis pas optimiste. Tu parlais de la Constitution, et effectivement, si on parle de l'ordre en Liban en tant que tel, oui, il faut une réforme de la Constitution, et c'est d'ailleurs pour parler avec des étudiants libanais qui soient sunnites, chiites, mais y compris chrétiens, ils le disent effectivement, c'est la condition sine qua non pour parvenir à une plus grande stabilité interne. Maintenant, je pense que le vrai problème du Liban, c'est son voisin. Je pense que malheureusement, le Liban, Israël, si vous voulez, n'a pas besoin du Hezbollah pour exprimer son agressivité, notamment parce que quand il y a eu le cessez-le-feu il y a quelques années entre le Hezbollah et Israël, Israël a violé plusieurs centaines de fois, ce cessez-le-feu-là, sans que ça n'engage une réaction du Hezbollah. Et c'est que lorsque l'ayatollah Khamenei a été assassiné par les Israéliens et les Américains, que le Hezbollah a commencé à répliquer. Ce qui prouve deux choses, c'est que Israël n'a pas besoin du Hezbollah pour être agressif vis-à-vis du Liban, et que le Hezbollah est malheureusement bien une cinquième colonne de l'Iran au Liban. Oui, on est honnête avec vous. On dit pas ce que l'on veut entendre, mais ce que l'on pense. Merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question plus au niveau de la puissance du pouvoir public. On peut voir que depuis l'escalade des violences, depuis 2023, Israël est très tombé au niveau de son image. Est-ce que vous pensez que le pouvoir populaire, on voit que en Espagne, ça commence à arriver, en France, beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup s'indignent sur les non-respects, sur les termes génocide, sur les déclarations de Netanyahou qui est très virulent. Est-ce que vous pensez que le peuple peut avoir un pouvoir et peut faire en sorte que la situation s'améliore d'ici quelques années? Sur cette question-là, si on prend l'exemple le plus important, parce que qui est le plus important soutien des Israéliens, ce sont les Américains. Moi, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours eu une sensibilité pro-palestinienne aux États-Unis, mais qui était généralement exprimée par des courants de gauche ou d'extrême gauche. On pense à Bernie Sanders, on pense maintenant à une plus jeune Alexandra Ocasio-Cortez maintenant. Et maintenant, alors pas forcément par pro-palestinisme, mais en fait, il y a cette idée que, et encore une fois, je dis pas que c'est vrai ou c'est faux, en sociologie, ce qui compte, c'est la perception du réel, c'est pas le réel en tant que tel, c'est que il y a l'idée que, finalement, la politique américaine est déterminée en grande partie, ou du moins est indexée sur les intérêts israéliens. Et d'ailleurs, c'est pas très complotiste de le dire, parce que vous savez que il y a eu un livre qui a été publié par deux universitaires très reconnus, donc John Mearsheimer et Stephen Waltz, justement l'influence du lobby israélien et la conduite de la politique étrangère américaine. Et ces gens-là sont des gens sérieux, qui ne sont absolument pas suspects d'être antisémites ou complotistes. C'est parmi les plus brillants de leur génération, aussi bien aux États-Unis que dans le monde de manière générale. Et maintenant, il y a cette prise de conscience, notamment dans les camps républicains, comme je disais à monsieur tout à l'heure, que oui, que les Israéliens parfois induisent les Américains en erreur dans des guerres qui ne sont pas dans les intérêts américains. Ce n'est pas encore une fois par sympathie vis-à-vis des peuples qui souffrent des guerres, que ce soit en Irak, en Syrie, ou là maintenant en Palestine, au Liban, ou en Iran, mais c'est l'idée que ça n'a pas dans le sens de nos intérêts. Pourquoi finalement suivre les intérêts israéliens? Et moi je pense que il y a maintenant cette prise de conscience, comme vous dites effectivement, du parti du public américain, de gauche comme de droite. Et d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, à droite chez mais bien sûr, les MAGA aussi. Mais bien sûr, chez les MAGA, je parlais tout à l'heure de Tucker Carlson. Carlson, c'est quelqu'un qui a, je crois, au moins 15 millions d'abonnés sur Twitter. Lorsqu'il publie des tweets sur Twitter, ça fait plusieurs milliers, sinon millions de vues. Pareil pour ses vidéos sur YouTube. J'ai parlé des gens un peu plus problématiques, qui effectivement, encore une fois, sont des vrais antisémites, mais qui malheureusement ont une influence, qu'on le veuille ou non, sur une partie de l'opinion publique américaine, comme Candace Owens ou Nick Fuentes, etc. Ils ont une influence, qu'on le veuille ou non. Et donc je pense qu'effectivement, si c'est pas forcément au niveau, parce que ça pose aussi une question théorique plus large, est-ce qu'un gouvernement suit forcément l'avis de sa population? On peut en débattre, c'est une question beaucoup trop longue, et là il c'est déjà un peu tard, mais je pense que, en tout cas, sur le plan de l'opinion publique américaine, il y a je pense une prise de distance, une critique beaucoup plus vive et qui est transpartisane vis-à-vis d'Israël, oui, ça c'est évident. Et t'as mentionné Pedro Sanchez en Espagne, etc. On le voit aussi en France, ou à bien des égards, bien sûr. Oui, c'est ça, et puis
Je pense qu'il peut y avoir des points de rupture. En fait, le moment des élections en est un. Vous choisissez vos décideurs et entre les élections, vous pouvez pas faire grand-chose parce que si vous faites une pétition, elle peut juste être mise sur le côté. C'est ce qui est arrivé à la pétition contre le projet de loi Yadan qui a finalement été retiré. Donc, c'est ça. Moi, tu t'employais un gros mot de lobby tout à l'heure, alors que c'est vraiment l'appellation en tant que telle. Non, mais c'est une plaisanterie. Je suis d'accord avec absolument ce que tu as dit. Et puis, je faisais moi-même des recherches. Là, je suis à un moment pour un peu vous raconter ma vie. J'écris là actuellement la symbolique du programme nucléaire iranien dans les enjeux bureaucratiques français. En fait, comment est-ce que vous avez différents débats entre diplomates au sein du Quai d'Orsay, entre eux, ensuite entre le Quai d'Orsay et le ministre, et ensuite entre le ministre et le président. Et j'avais pu échanger un moment avec Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël, jusqu'à l'été 2023. Et ensuite, je faisais différentes recherches, etc., etc. Et je voyais comment vous avez un groupe alors je sais pas comment on appelle ça maintenant, un groupe d'influence ou que sais-je, mais qui s'est fait enregistrer sous l'appellation de lobby auprès de l'Assemblée nationale, qui s'appelle Elnet, E-L-N-E-T, et qui permet de relayer certaines vues qui sont extrêmement alignées sur celles d'Israël. Donc vous avez, et du côté, donc voilà, vous avez différentes courroies d'influence. Mais il y a toujours des points de rupture, donc je suis d'accord avec vous. Moi, c'est très cliché ce que je vais dire, c'est très, cucu-pampan, mais in fine, c'est toujours le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui va décider, et donc, à certains moments de points de rupture, à l'image des élections, c'est lui qui va décider s'il est d'accord ou pas. On a beaucoup parlé des dangers que représente l'expansionnisme israélien pour plusieurs pays, le Liban, la Palestine, etc. Mais en réalité, il y a un point qu'on n'aborde pas assez, c'est le danger que représente le gouvernement israélien pour son propre peuple en réalité, parce que on a un pays dont on a des générations successives qui en fait n'auront connu que la guerre. Dès que vous avez des jeunes Israéliens qui sont suffisamment diplômés et qui veulent en plus fuir la guerre, la première chose qu'ils font c'est s'expatrier dans des pays européens de manière générale occidentaux. Et finalement, moi j'espère qu'il y aura une prise de conscience au sein de l'opinion publique israélienne pour changer de gouvernement. Mais voilà, il faudra pas attendre. J'avais vu le dernier sondage au moment du lancement de l'invasion israélo-américaine contre l'Iran en février 26, c'était 86% de la population israélienne qui soutenait l'attaque contre l'Iran. Donc il va falloir un peu de temps. Ouais. La première, c'est le droit international et le multilatéralisme doivent-ils être complètement réformés dans leur application au regard des événements actuels ? Ensuite, de manière plus spécifique, quels sont les leviers de la médiation du Pakistan ? Quelles perspectives pour les relations entre l'Iran et les pays arabes ? Et enfin, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'association Assas ? Alors notre association, elle a d'abord un but culturel, donc de promouvoir la culture, notamment au sein d'Assas. Donc par exemple, on va faire des stands avec à disposition des livres que vont lire les membres, les revues, des stands de gâteaux pour des causes qui nous tiennent à cœur. Notamment la semaine dernière, on avait fait un stand pour récolter des fonds pour Solidarité Internationale et aider les réfugiés au Liban. Donc après, on a beaucoup de sorties au musée, des cafés débats. Donc voilà, on essaie de faire aussi des projets avec des associations extérieures à l'université, parce que notre but c'est tout de même le contact autour de la culture arabe. Et voilà, tout le monde est le bienvenu. Donc voilà. Est-ce qu'il faut une refonte en fond du droit international, du multilatéralisme ? Bon, en réalité, le droit international, il est malmené, mais c'est pas quelque chose de récent. Hein. Fondamentalement, c'est consubstantiel, je pense, à l'histoire des sociétés humaines et de la société que nous avons aujourd'hui. Maintenant, plus qu'une refonte, c'est surtout une contestation, je trouve, du droit international tel qu'il est porté par certains discours. Et en fait, maintenant, vous avez différents États, notamment en Afrique, notamment en Asie, de l'Ouest et de l'Est, qui se disent mais on veut aussi faire partie du jeu, donc on veut faire bouger certaines lignes. On parle de Sud global, on parle des Sud globaux, mais je pense que voilà, maintenant on a la confirmation que vous avez des nouveaux acteurs qui sont plus nécessairement européens, qui sont pas nécessairement nord-américains. Il faut les faire rentrer dans ce jeu-là. Là, pour le volet plus multilatéral. Sur le volet droit international, ça reste un carcan qui est quand même, confortable parce qu'il est assez souple, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez aussi le déployer d'une certaine manière. Donc, je pense pas que on va pas assister nécessairement au naufrage de l'ONU.
Parce qu'en fait, bon, je pense que l'ONU est dans un état où il est assez malmené depuis des décennies, depuis 1945 fondamentalement. Maintenant, plus que le droit international à refondre, c'est surtout notre conception du multilatéralisme avec des acteurs qui vont absolument être confirmés dans leur place. Moi, c'est ce que je pense. Le Pakistan, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le Pakistan, comme beaucoup de puissances moyennes, en fait, applique ce qu'on appelle du multi-alignement, c'est-à-dire des pays, en fait, qui sont des puissances moyennes généralement, et qui, en fait, se retrouvent dans des logiques donc d'alliance, de partenariat, de coopération économique avec différents pays, notamment des grandes puissances, qui parfois sont opposés. Et en fait, le Pakistan, son levier, c'est que c'est un pays qui est très lié économiquement à la Chine. C'est un point très important donc dans cette expansion économique chinoise, et en même temps un pays qui a eu pendant très longtemps, même si parfois il y a pu y avoir des tensions par rapport à la question donc d'Al-Qaïda, etc., d'après Osama Ben Laden, mais un pays qui a une profondeur dans ses relations avec les États-Unis. Et donc, je pense que son principal levier, c'est un pays qui peut faire asseoir à sa table différents interlocuteurs qui sont parfois ennemis, comme l'Iran et les États-Unis. Donc, c'est son principal levier, je pense. Oui. Et pour le Golfe, ensuite, je sais pas. Pour les États arabes, surtout moi, ce que je vois, c'est comment vous avez objectivement une confirmation du fait que l'Iran reste un acteur inamovible du Moyen-Orient. Et moi, je me rappelle juste d'une phrase qui m'avait marqué au tout début du conflit. C'était un ancien ministre qatarien des Affaires étrangères qui disait « Mais on ne va pas suivre les États-Unis et Israël à leur côté dans ce conflit-là, parce que lorsque les États-Unis vont se retirer du conflit, nous, on ne pourra pas se retirer du Moyen-Orient et on sera face toujours à l'Iran. Donc, vous avez tout simplement des acteurs, notamment arabes, qui confirment le fait qu'en réalité, l'Iran reste un acteur pivot du Moyen-Orient sur le plan stratégique, sur le plan militaire, et ils n'ont pas envie de cette confrontation. Et si vous n'avez pas envie de cette confrontation, ça peut cacher en réalité le fait que vous n'avez pas les moyens. Ça, c'est pour certains acteurs. Voilà. Vous avez parlé d'un livre sur le lobby israélien, et il y a quelqu'un qui demande les références de ce... Alors, c'est écrit par John Mearsheimer et Stephen Walt, et il y a une traduction française qui a été faite par les éditions La Découverte, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ou sinon anglophone directement, si vous voulez lire. Ça, et je crois que la personne qui cherche peut juste chercher The Israeli Lobby, quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a vraiment le mot Israeli Lobby dedans. C'est un livre qui a fait beaucoup de bruit. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Albert. Hein. C'est un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui est de très grande qualité. Le mot en France, lobby, fait un peu peur, mais aux États-Unis, ils parlent vraiment de lobby. Vous savez, vous avez même un lobby cubain. Aux États-Unis, les Américains ne peuvent pas, enfin, les présidents ne peuvent pas venir au pouvoir sans lobby, parce que soit vous avez une fortune personnelle, soit vous avez le soutien de lobby. Mais on parle du lobby sioniste, donc l'AIPAC, mais il y a aussi la NRA, je crois, c'est le lobby d'armement, les lobbies connotés LGBT, etc. C'est officiel. Iranien. Oui, vous avez eu un lobby iranien qui s'appelait NIAC aux États-Unis. Donc tout le monde a des lobbies, hein, pour vous dire. Voilà. Mais donc voilà, The US Israeli Lobby, quelque chose comme ça. Ceux qui t'ont embêté. Je sais pas. Et c'était qui les auteurs? C'était Stephen Walt et Morgan Mearsheimer. Mearsheimer. Voilà.